L'histoire débute dans un monde magique où 9 races cohabitent, parmi lesquelles les hommes-bêtes, les nains, les Oni, les démons, les elfes noirs, les dragonutes, les centaures et enfin les humains, dont l'un est un jeune aventurier débutant nommé Light. Poussé par l'espoir de sortir sa famille de la misère, notre héros fait ses adieux à son village et se lance dans une quête de pouvoir et de prospérité. Mais en arrivant à la grande cité, il est frappé de plein fouet par la dure réalité de la discrimination, les gens le méprisant juste parce qu'il est humain. Toujours déterminé, il entre à la guilde pour s'inscrire comme aventurier et se voit attribuer le rang F, car c'est son premier jour. La réceptionniste lui demande s'il a une compétence spéciale et le visage de Light s'illumine alors qu'il répond fièrement oui. C'est ce qu'il appelle le Gotcha illimité. Curieuse, la jeune femme lui demande d'expliquer, n'ayant jamais entendu parler d'une telle chose, mais Light insiste qu'il sera plus simple de lui montrer en action. Il sort son appareil Gotcha, appuie dessus et une carte apparaît juste sous ses yeux ébahis. Rayonnant de fierté, Light explique que tout ce qui est sur la carte peut être invoqué. Mais son enthousiasme retombe vite quand il réalise que la première carte n'est qu'une vulgaire fourchette tordue. Gêné, il en rit, affirmant que ce n'est qu'un échec et réessai. Mais au lieu de quelque chose d'utile, il en sort encore plus de babioles inutiles, comme une pomme pourrie et un morceau de pain moisi. Il insiste que d'habitude ce n'est pas aussi nul, mais elle en a déjà marre et lui tend sa carte de rang F sans un mot de plus. Toujours aussi motivé, Light se précipite pour prendre sa première quête. La réceptionniste lui indique le tableau d'affichage, mais le hic c'est qu'il ne sait pas lire. Dans ce monde, ce n'est pas si rare, car la plupart des humains connaissent à peine leurs lettres. Heureusement, elle l'aide et lui choisit quelques petits boulots de débutant. Ils sont tous mal payés, mais Light s'en fiche royalement car il est prêt à se défoncer au travail et à la fin de la journée, il est complètement vidé. Il a enchaîné plusieurs boulots et tous ses efforts lui ont à peine rapporté de quoi passer une seule nuit à l'auberge. Pourtant, il essaie de rester positif, se disant que si son gotcha peut lui cracher quelque chose de comestible, il s'en sortira très bien. Puis, sorti de nulle part, un groupe de brutes hommes-bêtes le bouscule et commence à hurler, comme si c'était sa faute s'il avait sali leurs vêtements. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, il lui arrache toutes ses pièces, prétendant que ça couvrira la note de la blanchisserie. Light les supplie de lui rendre, car sans ça, il n'aura même pas de lit pour la nuit, mais il s'en fiche éperdument. L'un d'eux le jette à terre d'un coup de pied, lui disant d'aller dormir dans une porcherie, et il s'éloigne en riant. Les gens autour ne lèvent même pas le petit doigt pour l'aider. Au lieu de ça, ils ricanent et le traitent de vulgaire déchet humain. Juste à ce moment-là, une jeune femme le relève, mais Light remarque qu'elle est une elfe et il est complètement sidéré. Il s'excuse frénétiquement d'être entré en contact avec elle, mais la femme rassure Light qu'elle ne lui fera aucun mal. Light ne peut pas comprendre pourquoi une elfe ferait preuve de gentillesse envers un humain comme lui, et la femme l'étreint même. Les spectateurs sont horrifiés de voir une elfe ne serait-ce que toucher un humain, et Light est complètement abasourdi. Cette elfe s'est sali les genoux juste pour le tenir, alors il se demande s'il rêve. La femme lui assure que non, et le reste de ses compagnons se présentent. Ils déclarent être membres de la Concorde des Tribus. C'est le nom de leur groupe qui représente les 9 races créées par la divinité. L'homme-bête se nomme Garou et l'elfe est Sacha. Il y a aussi Diablo le démon, Oboro l'Oni et Drago le dragonute. Viennent ensuite Nano le nain, Sion l'elfe noir et Centauru le centaure. Cela fait 8 membres, alors le groupe révèle qu'il ne leur manque plus qu'un humain pour compléter l'équipe. Light reste sans voix, alors il clarifie que leur objectif en tant que groupe est honorable. Ils veulent éradiquer le racisme dans le monde et bâtir un avenir où chaque race est sur un pied d'égalité et ils veulent qu'il en fasse partie. Mais Light n'en croit pas ses oreilles. Alors le chef du groupe s'avance et promet qu'il pense chaque mot et c'est ainsi que Light accepte de les rejoindre, le cœur rempli et les yeux brillants. Quelque temps plus tard, Light se retrouve attaqué par d'énormes serpents et Drago doit le sauver. Une autre créature manque de le surprendre mais Sacha est là pour l'éliminer. Elle avertit Light d'être plus prudent et lui rappelle qu'ils sont dans le donjon le plus vaste et le plus impitoyable du monde, l'Abysse. Si quoi que ce soit le frappe ici, il mordra la poussière sur le champ. Light s'excuse, alors Sacha explique qu'elle s'inquiète simplement pour lui et elle l'examine pour s'assurer qu'il n'est pas blessé. Ils voyagent ensemble depuis un moment maintenant et le reste du groupe commence à taquiner Sacha, la chambrant de toujours le couvert. Ils plaisantent en disant qu'elle ne peut pas s'en empêcher, que dès qu'elle est près de Light, son visage rougit et toutes ses paroles dures fondent comme neige au soleil. Sacha essaie de dire qu'elle ne veut juste pas que la réputation de leur groupe soit ternie par la perte d'un membre, mais les autres ne sont pas convaincus. Light se sent plutôt inutile à ce stade, mais Drago lui dit de ne pas s'en faire. Il dit qu'il apprécie le thé que Light leur prépare, donc il contribue déjà suffisamment. Light se sent soulagé en entendant cela et le groupe poursuit son chemin à travers l'Abysse. Ils atteignent une zone avec une seule issue et Drago décide que c'est l'endroit idéal.
Light pense que c'est l'heure de la pause, alors il annonce joyeusement à tout le monde qu'il va leur préparer son fameux thé pour qu'ils se régalent. Il dit que ça ne prendra qu'un instant, mais Drago le coupe net et déclare que Light est expulsé du groupe. Light ne peut pas parler, alors Drago se répète. Light reste complètement perdu, alors Garou lui dit simplement qu'il est viré du groupe. L'attitude de tous a complètement changé, ils sont devenus durs, et Garou affirme qu'il ne leur est plus d'aucune utilité. Même Sacha le traite d'enfant stupide et dit qu'il l'a toujours irrité. Il se demande de même à voix haute si son incompétence vient d'un manque de cellules grises ou si c'est simplement un trait humain. Ils abandonnent tous leur mascarade et révèlent qu'ils méprisent les déchets humains comme lui. Light espère désespérément que c'est une blague, mais ils lui disent qu'ils ne sont pas venus jusqu'au fin fond de l'abysse pour une simple farce. Light fait remarquer qu'ils étaient tous si gentils avec lui avant, mais ils admettent que tout était faux car ils avaient besoin de lui dans leur groupe. Ça n'a aucun sens pour lui, alors Drago explique que toute cette mise en scène était à cause de la capacité de Light. Cela ne fait que le troubler davantage car son gosha illimité a toujours semblé sans valeur. Drago dit que leur chef surveillait Light à cause de son étrange capacité, le soupçonnant d'être ce qu'on appelle un maestro. La seule raison pour laquelle ils l'ont fait entrer dans la concorde des tribus était de le surveiller de près. Light soutient que son gosha illimité est une capacité inutile car il ne produit que des tas de camelotes, mais cela ne leur importe pas. Ils savent déjà que son pouvoir est sans valeur et ses statistiques sont encore pires. C'est pourquoi les chefs ont décidé que Light n'est pas le maestro, ce qui signifie qu'il n'est plus qu'un poids mort. Les autres auraient souhaité que les supérieurs se décident plus tôt, car ils détestaient faire semblant de l'apprécier tout ce temps. Light ne sait rien de ses chefs ou du maestro, mais Drago dit qu'il en a assez entendu. Ça n'aura de toute façon aucune importance car Drago déclare qu'il est temps de finir ce maudit travail. L'horreur s'abat sur Light quand il réalise qu'il n'est pas juste viré du groupe car finir le travail signifie qu'ils vont le finir, lui. C'est alors que ça commence et Garou s'élance, lacérant le visage de Light. Tout son corps tremble tandis que la vérité brutale s'impose et il s'enfuit en panique. Mais l'évasion n'est pas une option car le groupe lui dit qu'il n'y a aucune issue. Il ne pourrait pas survivre à une seule bête dans l'abysse, alors ils lui disent d'accepter son destin. Sacha lui fait comprendre qu'il n'aura aucune chance de s'échapper, tirant une flèche qui lui transperce la jambe. Garou avoue le plaisir qu'il tire à chasser les humains, et Sion est d'accord, disant que leurs hurlements sont comme une douce mélodie pour elle. Garou ne s'arrête pas là, et il tabasse Light à coups de pied. Drago lui dit d'arrêter, mais Garou est impatient de continuer, alors Sacha lui rappelle qu'ils doivent s'en tenir au scénario. Leur excuse sera qu'un monstre de l'abysse a tué Light, donc ils ne peuvent pas laisser de blessures qui prouveraient le contraire. Garou s'avance pour porter le coup fatal, disant à Light qu'il a été une cible amusante à tabasser, donc la fin ne sera pas rapide. Light rampe désespérément sur le sol, se demandant comment tout cela a pu en arriver là. Son désespoir explose et il hurle qu'il ne veut pas mourir, activant accidentellement un piège de téléportation. Drago crie à Garou de ne pas laisser ce maudit rat s'échapper, mais il est déjà trop tard. Quelques secondes plus tard, Light se retrouve ailleurs dans le donjon, mais le changement de décor n'apporte aucun réconfort. Ses blessures sont graves et il sait qu'au moment où l'une des créatures d'ici le trouvera, ce sera fini pour lui. Tout ce à quoi il peut penser, c'est sa famille, se demandant ce qui a mené à tout ça. Les autres l'avaient traité avec gentillesse et il pensait qu'ils devenaient des camarades après tout ce qu'ils avaient partagé. Mais la réalité est cruelle, l'amitié était fausse et ils ont pris plaisir à le briser. Ils étaient ravis à l'idée de le voir mourir et ils avaient prévu de le faire avec des sourires narquois. Le chagrin de Light se transforme vite en fureur et il les méprise désormais tous, sans exception, alors il promet de les anéantir. Cette fureur allume un feu en lui et sa soif de vengeance refuse de le laisser tomber ici. Il jure qu'ils paieront, qu'il les mettra en pièces et prendra sa douce revanche. Mais les choses ne font qu'empirer quand une créature apparaît et les yeux de Light s'écarquillent en voyant son niveau 1000. Ça ne devrait pas exister, car des bêtes pareilles n'ont rien à faire ici. C'est alors que Light réalise la terrible vérité, il a été téléporté au fin fond de l'abysse même. Il n'y a aucune chance de s'échapper alors que le monstre se rapproche, mais Light refuse de périr avant d'avoir assouvi sa vengeance. Tout ce que Light a pour tenter de résister, c'est son gosha illimité, alors il l'active. Light déclenche son gosha illimité encore et encore, implorant silencieusement un miracle. Il ne se rendra pas car il doit détruire ceux qui l'ont trahi à tout prix et retourner auprès de la famille qu'il chérit. Et par chance, la persévérance de Light réussit et son gosha s'embrase d'une brillance éblouissante comme jamais auparavant. Le monstre frappe mais il est déjà trop tard car le gosha de Light produit une nouvelle carte. Une voix proclame que rien ne nuira à son maître. Et une jeune femme se manifeste anéantissant complètement la créature de niveau 1000. Cette puissante jeune fille déblaye les débris qu'elle a causés et, chose étonnante, s'agenouille devant Light. Elle le soigne et s'excuse rapidement de l'avoir fait sans demander sa permission d'abord, disant qu'il serait honteux que ses beaux traits et sa peau de perle si claire
soit gâchée par de si affreuses blessures. Light est stupéfait de l'entendre parler ainsi de lui, et encore plus choqué de réaliser qu'elle a guéri toutes ses blessures. La jeune femme lui demande de lui faire l'honneur de son nom, de sa belle voix, alors Light lui dit qui il est. La jeune femme l'appelle Maître Light et annonce qu'elle consacrera son existence à le servir. C'est le serment d'honneur de la servante, et elle lui jure une loyauté totale sans hésitation. Naturellement, Light veut savoir qui est cette mystérieuse jeune femme. Alors elle se présente comme May, la servante toujours en quête, et son niveau est de 99 999. Ce qui stupéfie le plus Light, ce n'est pas sa puissance, c'est qu'elle est une carte super ultra rare tirée de son gotcha illimité, censée être inutile, mais Mai continue de parler de sa dévotion éternelle, disant même qu'elle le suivrait au-delà de la mort elle-même. Toujours submergé, Light essaie d'expliquer que son gotcha illimité n'a rien de spécial. Il n'y a tout simplement aucune chance que quelqu'un comme elle ait pu être invoqué grâce à une compétence aussi inutile. Mais demande gentiment la permission d'inspecter son gotcha en utilisant sa capacité d'évaluation, disant qu'elle ne le fera qu'avec son consentement car c'est la bonne manière d'agir pour une servante, et Light accepte. Dès qu'elle l'examine, Mai est stupéfaite. Elle révèle que les capacités de Light sont enfouies sous une puissante barrière de dissimulation, connue sous le nom de dissimulation, et que personne en dessous de son niveau ne pourrait jamais la découvrir. Puis elle lui dit que son gotcha illimité est tout sauf une camelote. Il permet des tirages infinis, et la qualité et la rareté de ce qu'il produit dépendent des niveaux de mana dans la zone environnante. Elle énumère les niveaux de rareté du plus élevé au plus bas, extra, ultra rare, triple S rare, double S rare, rare, normal, et tout en bas, erreur. Light ne comprend pas entièrement la partie sur le mana, alors Mai lui explique en détail. Elle précise que le mana est une force invisible qui circule à travers tout dans le monde, mais sa concentration est la plus faible près de la surface, ce qui signifie que les chances de tirer une super ultra rare comme Mei Lao sont pratiquement inexistantes. Mais les choses sont différentes ici, dans cet endroit. En ce moment, ils sont dans les profondeurs même du donjon, et le mana y est très dense dans l'air. Cela signifie que les chances de Light de tirer des cartes rares s'améliorent considérablement à cette profondeur. Mais n'a aucune idée de ce qui l'a mené ici, mais elle loue son courage d'être descendu si loin, juste pour débloquer toute la puissance de son gotcha illimité. Light, cependant, refuse de prétendre qu'il est une sorte de héros. Il admet qu'il n'aurait jamais pu arriver aussi loin par lui-même. Il explique comment ses anciens alliés se sont retournés contre lui, comment ils l'ont lacéré, tabassé, transpercé d'une flèche, et l'ont laissé pour mort. Tandis qu'il parle, les souvenirs l'envahissent. Les larmes montent, mais la rage aussi, et il jure qu'il ne trouvera pas le repos tant que chacun d'eux n'aura pas payé le prix. Sans prévenir, mais il l'enlace doucement et s'excuse pour le tourment qu'il a enduré. Elle l'assure que maintenant qu'il l'a à ses côtés, rendre justice à ses traîtres sera un jeu d'enfant. Elle supplie ensuite Light de lui donner l'ordre de traquer les perfides et de ramener leur tête sur des pics en guise de tribut. Light recule d'un pas, ne donnant pas de réponse, alors Mai suppose que c'est parce qu'il a trop de compassion dans son cœur et lui dit que ses ennemis ne méritent aucune pitié, mais Light répond que ce n'est pas le problème. Il leur a fait confiance et s'est fait berner. Il a été battu à mort et jeté au fond de cet endroit maudit, et le vrai problème, ce n'était pas eux, c'était sa propre faiblesse, et c'est pourquoi il a décidé qu'il devait devenir plus fort. Il admet que cela pourrait être impossible pour un humain faible comme lui, mais il désire la vengeance de sa propre main. Il se demande ensuite à voix haute si Mai le trouve insensé, mais elle dit qu'elle ne penserait jamais cela de lui. Au lieu de cela, elle déclare que son désir est le sien, et si son objectif est une vengeance personnelle, alors c'est son devoir de l'accomplir. Elle dit qu'elle croit en ce qu'il peut devenir, plus que tout au monde, alors Light la remercie pour sa loyauté inébranlable. Leur résolution étant désormais alignée, Light active son gotcha illimité, une fois de plus dans les profondeurs de l'abysse, jurant de maîtriser sa capacité pour bâtir un royaume assez puissant, afin d'ouvrir la voie à sa vengeance. 3 ans plus tard, on voit que Light a bâti un empire colossal en plein cœur de l'abysse. Entouré de ses fidèles servantes, il se tient au centre, sa voix calme, emplie de louanges, leur disant qu'elles ont encore une fois fait un excellent travail. En parfaite harmonie, elles s'inclinent et expriment leur gratitude envers leur adoré maître Light. Chacune d'elles semble complètement subjuguée par lui, murmurant qu'être près de lui est la chose la plus chanceuse qui leur soit jamais arrivée dans leur vie. Une servante excessivement dévouée s'extasie même en disant qu'elle donnerait n'importe quoi juste pour renifler ses pieds. Leur obsession devient vite absurde et Mai, visiblement irritée, demande la permission de les remettre au pas, mais Light écarte ça d'un sourire facile, disant qu'il n'y a pas besoin car elles montrent juste leur loyauté à leur manière et ils laissent passer. On voit ensuite la véritable envergure de l'Empire de Light, de vastes cités remplies de boutiques animées et d'innombrables citoyens menant des vies paisibles. Partout où il passe, les gens le saluent chaleureusement, l'appelant Maître Light et lui offrant leur meilleur plat. Même ceux qui manquent de provisions l'approchent sans crainte, sachant que leur chef est bon et juste.
Light les rassure en disant qu'il alertera l'administration pour régler toute pénurie, et Mai prend immédiatement les choses en main, insistant pour résoudre chaque problème sur le champ afin que personne ne doute de la stabilité de l'Empire. Light observe que la population a énormément augmenté au cours des 3 dernières années et il réalise qu'il devra peut-être bientôt remanier toute la structure de gouvernance. Sa prochaine préoccupation est le statut de ses guerriers d'élite, chacun invoqué à partir de cartes super ultra rares de niveau 99 999, mais rapporte qu'ils sont tous actuellement en mission. Oyuki par exemple cartographie le périmètre extérieur de l'Abysse, une région grouillant de créatures dangereuses. Mais Light ne s'inquiète pas car il est confiant qu'une dresseuse de bêtes de génie comme elle peut gérer n'importe quoi là-bas. Ensuite, il y a Ellie qui travaille d'arrache-pied à développer de nouvelles formes de magie alignées avec la grande vision de Light. Il sait qu'il lui a donné beaucoup à gérer et espère qu'elle ne se surmène pas trop pour répondre à ses attentes. Puis il y a Nazuna qui patrouille le château comme à son habitude. Elle est spécialisée dans le combat rapproché, ce qui en fait la garde du corps idéale. Mais admet que Nazuna n'est pas exactement la plus brillante du groupe, mais elle est de loin la plus amusante à côtoyer. De retour au château, Mai s'agace de trouver quelqu'un qui attend devant la chambre de Light et c'est Jack, le guerrier de niveau 77 777. Mais le réprimande pour son manque de formalité et lui rappelle de montrer le respect dû au maître Light. Mais Light écarte son inquiétude et lui dit que c'est bon, il ne s'en fait pas car il le considère toujours comme son grand frère. Les deux hommes sortent pour un entraînement sérieux et Light prévient qu'aujourd'hui il n'y aura pas de retenue. Il déclare que les gants sont retirés et ouvre immédiatement avec un coup de poing fulgurant en plein dans l'estomac de Jack. Jack trébuche en arrière, clairement impressionné, mais il en rit, car après tout, il y a une raison pour laquelle on l'appelle la barricade au sang de fer. Le coup de Light aurait mis KO presque n'importe qui d'autre, mais Jack est bâti comme une forteresse. Alors que leur séance d'entraînement s'intensifie, on passe à Nazuna qui fait ses rondes dans le château. Elle informe fièrement les autres servantes qu'elle exécute une mission directe du maître Light, une patrouille critique. Les servantes la couvrent d'éloges, disant qu'elles se sentent plus en sécurité, sachant que quelqu'un comme elle veille sur elle. Nazuna essaie de rester modeste, affirmant qu'elle ne fait que son devoir, même si sa posture dit tout le contraire. Ne sachant pas où aller ensuite, Nazuna écoute les servantes mentionner nerveusement une certaine zone restreinte qu'elles aimeraient qu'elle vérifie. Il s'avère que cette zone n'est autre que la chambre de Light, laissant Mai perplexe quant à la raison pour laquelle Nazuna frappe là. Nazuna dit qu'elle compte simplement inspecter la pièce, mais Mai lui répond calmement que les quartiers de Light sont déjà étroitement sécurisés. Mais Nazuna riposte en faisant remarquer que Light n'est même pas là en ce moment et plus suspicieusement se demande ce que Mai fait à l'intérieur. Mais prétend rapidement qu'elle s'occupe, comme toute servante diligente devrait le faire, mais Nazuna hausse les épaules et entre. Une fois à l'intérieur, Nazuna commence à observer les environs. Quelque chose cloche, le lit est clairement défait, comme si quelqu'un s'y était battu. Plus étrange encore, des traces sur les oreillers, comme si quelqu'un s'était vautré, gigoté des pieds et reniflé l'air. Mais il ne bronche pas et déclare calmement que c'est une partie intégrante de sa technique de préparation de lit ultra spécialisée. Une méthode top secrète, jalousement gardée bien sûr. Nizuna, complètement sous le charme, reste bouche bée d'admiration. Elle ne tarit pas d'éloges sur les compétences incroyables de Mai, affirmant qu'elle mérite amplement sa place de toute première invocation de Light. Mais Nizuna n'est pas venue les mains vides. Oh non, elle transmet aussi un message des autres servantes. Elles en ont ras-le-bol que Mai monopolise l'accès à la chambre de Light. La note stipule que les servantes exigent des droits de nettoyage équitables et qu'une pétition formelle a déjà été lancée en bonne et due forme pour destituer Mai de son poste de chef. Elle l'accuse de tyrannie pure et simple et signe la lettre d'un cinglant dans tes dents. Nizuna propose son aide, quelle qu'elle soit, mais Mai décline poliment l'offre, affirmant que c'est son devoir de gérer cette petite révolte toute seule. Elle remercie Nizuna d'avoir transmis le message et lui glisse même discrètement un petit pourboire, ce qui laisse Nizuna rayonnante de bonheur. Nizuna se précipite aussitôt pour flamber son argent de récompense chez un vendeur du coin qui vient de se réapprovisionner avec un nouveau lot de friandises irrésistibles. Elle refuse de gaspiller le moindre sou pour autre chose, car ce que son estomac réclame à corps et à cri, ce sont ses glorieux sandwichs les crêpes. Sans la moindre hésitation, elle s'empiffre de ses snacks, complètement perdue au 7e ciel des saveurs, et c'est là qu'elle tombe nez à nez avec Oyuki, à l'intérieur du château. Perplexe, Nozuna demande pourquoi Oyuki est de retour si vite, car elle était censée explorer le périmètre forestier de l'Abysse, et pas n'importe où. Comme toujours, Oyuki répond par une série de miaulements et de ronronnements. Malheureusement pour elle, Nozuna ne parle pas le Mio, contrairement à Light le polyglotte. Toujours aussi confiante en sa propre brillance, ou du moins elle le croit, Nozuna tente d'interpréter ses paroles cryptiques, mais ses suppositions tombent complètement à côté de la plaque. D'abord, elle demande si Oyuki a besoin d'aide pour abattre des arbres afin de dégager le chemin de reconnaissance. Un travail de bûcheron, mais la réponse est un non catégorique. Ensuite, elle se demande si Oyuki n'aurait pas rencontré une sorte de monstre un peu trop coriace à gérer, genre un dragon. Non, ce n'est pas ça non plus, décidément.
Nizuna finit par admettre que même si Oyuki a été invoquée avant elle, elle semble plus âgée et plus forte. C'est indéniable. Alors, avec une confiance inébranlable, elle dit à Oyuki le masque et que si elle est un jour en difficulté, elle devrait se sentir libre de compter sur elle sans la moindre hésitation et est revenue simplement pour livrer sa portion de la carte complétée, point final. De retour à l'intérieur du château, Nazuna termine sa patrouille avec une fierté non dissimulée, bien qu'elle soit un peu morose de n'avoir pas vu Maître Light de toute la journée. Quel dommage! Après s'être assurée d'être seule, ni vue ni connue, elle se faufile et grimpe sur le grand trône de Light, ni une ni deux. Elle réfléchit à l'air si naturellement cool qu'il a chaque fois qu'il s'y assoit, et souhaite silencieusement qu'il soit là juste à cet instant. Mais sa fantaisie est brusquement brisée en 1000 morceaux lorsqu'elle casse accidentellement un petit morceau de l'aile d'ange du trône. Quelle catastrophe! En mode panique totale, le cœur battant la chamade, elle recolle la partie cassée d'une tape, priant pour que ça tienne, puis s'enfuit de la pièce à toute vitesse, comme une flèche. Pendant ce temps, près des terrains d'entraînement, Light et Jack échangent toujours des coups avec vigueur, mais finissent par accepter de s'arrêter pour la journée, enfin. En reprenant leur souffle, un peu essoufflé, Jack commente que Light a pratiquement maîtrisé l'art de transformer son corps entier en une arme redoutable. Mais Light, humble comme à son habitude, attribue tout le mérite à Jack, son excellent professeur. Les sessions intenses ont transformé Light en une véritable force de la nature, et Jack admet qu'il n'y a qu'une poignée de créatures dans l'Abysse qui pourraient encore espérer rivaliser avec lui. L'Abysse abrite les créatures les plus redoutables de la planète entière, ce qui signifie que si peu peuvent rivaliser avec Light ici, alors à la surface ils seront encore moins nombreux à oser le défier. Mais Jack ne dit pas cela pour se vanter, loin de là, il rappelle à Light une vérité capitale, des ennemis encore plus redoutables existent toujours quelque part. Light prend l'avertissement très au sérieux et il sait que le monde de la surface regorge de dangers inconnus et il jure de ne jamais baisser sa garde, jamais. Il survivra quoi qu'il en coûte car sa mission de vengeance n'est pas encore achevée. Dans une autre pièce, Mai rassemble les servantes pour une réunion, l'air grave, mais elles font toutes semblant de n'avoir aucune idée de la raison de cette convocation, les innocentes. Mais récite calmement chaque mot sans en omettre un seul, du message qu'elles lui ont envoyé, y compris la fameuse dernière ligne « Dans tes dents ». Instantanément, le groupe se met à s'excuser. L'une d'elles prétend qu'elles essayaient juste d'aider par pure beauté d'âme, parce que ne sait quoi dire, la panique les gagne, alors elles se bousculent durant que leurs intentions des excuses pures, mais rien de tout cela n'explique la dernière partie de leur note, n'est-ce pas? Et pire encore, elles ont eu le culot d'envoyer Nizuna la livrer au lieu d'affronter Mai directement, les lâches. Leur prétendue unité s'effondre en quelques secondes comme un château de cartes, alors qu'elles commencent à se rejeter la faute les unes sur les autres. Mais Mai met fin à ce cirque et elle rejette fermement leur demande d'être autorisée à entrer dans la chambre de Light. Quelle audace! Au lieu de cela, elle leur assigne une tâche bien différente, nettoyer le couloir qui mène à la salle du trône, et pas qu'un peu. Et juste pour enfoncer le clou, histoire d'être bien clair, elle leur ordonne de tout frotter manuellement sans la moindre magie ni le moindre raccourci, à l'ancienne. Le couloir est d'une longueur et elle leur rappelle qu'elle partira bientôt à la surface pour une mission spéciale gémissent Light, que cela prendra une éternité. Elle s'attend donc à ce qu'elle garde tout impeccable, nickel chrome pendant son absence. Pendant ce temps, au marché, Nazuna regarde rêveusement une arme à l'allure élégante exposée, marmonnant qu'elle aimerait tant pouvoir s'offrir un truc aussi stylé. Ellie apparaît soudainement derrière elle, comme par magie, surprise de la trouver à traîner près de la boutique encore. Pensant que Nazuna est probablement là pour ses éternelles sucreries, elle est surprise d'entendre que Nazuna admire juste une paire de gants de combat. Quelle surprise! Nazuna pensait qu'Ellie serait sur le terrain ou à superviser des réparations, comme à son habitude, mais Ellie dit nonchalamment qu'elle est en pause aujourd'hui, un luxe rare. Tout se passe si bien comme sur des roulettes, qu'elle a enfin du temps libre pour une fois, c'est inouï. Ellie soupçonne Nozuna d'être encore plus étourdie que d'habitude, si c'est possible, mais Nozuna essaie de prouver sa vivacité d'esprit, la pauvre, en récitant fièrement des tables de multiplication, seulement pour se tromper lamentablement dès le début. Ellie éclate de rire, se moquant ouvertement d'elle, et les deux commencent à se chamailler comme d'habitude. Ellie fait remarquer avec suffisance que Light lui confie des tâches de haut niveau, cruciales pour son grand plan de vengeance, contrairement à Nazuna et son adorable petit cerveau de moineau. Nazuna réplique du tac au tac, affirmant que ses patrouilles sont importantes aussi, figure-toi. Mais Ellie balaye ça d'un revers de main, comme si ce n'était rien de spécial. Puis Ellie révèle qu'elle vient de prendre le thé avec Light pour discuter de questions stratégiques, rien que ça. Elle taquine Nizuna, disant que la prochaine fois, elle pourrait même réserver une salle privée pour leur réunion, histoire d'être tranquille. Nizuna devient instantanément jalouse, non pas de la conversation, mais du thé, c'est le comble. Elle veut désespérément prendre le thé avec Light aussi, coûte que coûte. Ellie n'arrive pas à croire que ce soit ça qui l'ait contrariée, c'est absurde. Mais Nizuna cligne des yeux, complètement confuse, car elle ne voit pas de quoi d'autre il y aurait à être jalouse. Franchement, mais Nazuna alors interprète complètement mal le moment comme d'habitude et elle suppose qu'elle parle de magie, bien sûr, pas lire dans lui offre immédiatement quelque chose qui devrait vraiment la mettre en rogne, de ne pas pouvoir se battre sans sort un jour, la pauvre, et elle promet de la protéger si jamais cela devait arriver, quoi qu'il en coûte. Laissée sans voix, bouche bée, Ellie soupire simplement et dit
Bien sûr, je te prends au mot. Nizuna s'éloigne en sautillant, heureuse comme jamais, le cœur léger, prête à reprendre sa patrouille, le sourire aux lèvres. Ellie la regarde partir, pensant à elle-même qu'il n'y a vraiment personne d'autre d'aussi unique que Nizuna, c'est certain. Ailleurs dans le château, les 4 servantes râlent sur la façon dont elles se sont retrouvées dans le pétrin, malgré ce qu'elles croient être une plainte parfaitement valable contre leur superviseur, selon elles. Le problème, c'est qu'elle est la superviseure, la chef quoi. Et Mei est pratiquement intouchable. Impuissante à agir contre elle, c'est rageant, elle boude toutes, rêvant à quel point il aurait été merveilleux d'être celle qui nettoie de la chambre de Maître Light, le rêve absolu. La conversation déraille rapidement, comme un train fou, quand l'une d'elles dit qu'elle enfouirait tout son visage dans ses draps, juste pour capter son odeur. Comme d'habitude, la fille qui va toujours trop loin dépasse largement les bornes, disant qu'elle veut lécher chaque ustensile qu'il a jamais utilisé, jusqu'au dernier. Les autres la traitent immédiatement de cinglée, de folle furieuse, mais après un moment d'hésitation, elles admettent toutes, timidement, qu'elles feraient probablement la même chose, les hypocrites. Leur pensée vagabonde vers l'ancienneté de Mai, car après tout, elle fut la toute première que Light invoqua, la chanceuse. Ce n'est que 3 mois plus tard qu'Oyuki est apparu, 3 longs mois, et elles ne peuvent s'empêcher d'imaginer ce qui a bien pu se passer entre Light et Mei pendant tout ce temps. Leurs imaginations s'emballent, sans limite. Light est pur, innocent, et parfois complètement naïf, un vrai agneau, et l'idée d'un jeune garçon et d'une jeune fille seuls ensemble dans un donjon piège mortel les rend malades d'envie à en vomir. Elles sont tellement jalouses qu'elles souhaitent pouvoir transformer cette émotion en une véritable malédiction à jeter sur Mai, la garce. Elles essaient, mais toutes se fichent d'horreur quand Mai apparaît soudainement derrière elles, comme un fantôme. Elles avaient toutes supposé qu'elle était déjà partie pour sa mission à la surface, mais apparemment non, quelle surprise. Mais leur dit qu'elle a eu vent de leur chant répété de meurs, meurs, et qu'elle est venue chercher une explication, et pas n'importe laquelle. Instantanément, les filles changent de ton, du tout au tout, prétendant n'être que de loyales subordonnées, les saintes n'y touchent. Mais Mai n'est pas dupe le moins du monde, oh non. Finalement, elles avouent, admettant que leur envie les a complètement dépassées. Ce qu'elles reprochent vraiment, c'est le fait que Mei ait passé autant de temps en tête-à-tête avec Light, la vénarde. Mais leur dit qu'elle n'a aucune obligation de partager ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, c'est privé, mais comme elle se sent charitable, elle va les amuser un peu pour la forme. Elle révèle que pendant ce temps, Light n'a pas passé un seul instant à faire quoi que ce soit de romantique ou de discutable, pas la moindre petite étincelle. Il s'est enterré dans l'étude, dévorant chaque livre qu'il pouvait trouver comme un ogre et pratiquant les arts martiaux sans arrêt, sans relâche, car il était entièrement consumé par son objectif de devenir plus fort et rien d'autre. Quant à toutes les fantaisies dépravées que les servantes ont concoctées, les coquines, aucune d'elles ne s'est avérée même de loin, pas la moindre miette, mais admet que dernièrement elle avait eu l'impression d'avoir été un peu trop stricte, que peut-être son leadership avait été un tantinet déraisonnable. Elle envisageait même d'alléger leur charge de travail, la bonne poire. Mais maintenant, après avoir entendu ce qu'elles complotaient, les vipères, elle réalise qu'elle était bien trop clémente, une erreur de jugement. Non seulement elles frotteront les couloirs à la main, jusqu'à ce que ça brille, mais elle ajoute également la salle du trône à leur liste de tâches, pour la peine. Les filles gémissent de désespoir, réalisant que cela prendra une éternité au moins. Mais Mai remarque froidement que, vu le temps qu'elles ont passé à la dénigrer, elles en ont clairement beaucoup à revendre, n'est-ce pas? Son ton passe de décontracté à autoritaire, sans appel, alors qu'elle leur dit de reconnaître l'ordre immédiatement et sans discuter. Les servantes n'ont d'autre choix que de saluer et de se mettre au travail en grommelant la mine déconfite. Mais juste au moment où elles commencent à nettoyer, la catastrophe frappe, sans crier gare. L'aile d'ange cassée du trône de Light, précédemment rattachée en panique par Inazuna, se détache net et s'écrase au sol avec fracas. Dans sa chambre, Inazuna s'étire avec un soupir de soulagement. Le devoir accompli, fière d'avoir terminé une autre journée à maintenir la paix. Quelle héroïne! Elle souhaite qu'il lui donne enfin l'ordre qu'elle attend avec impatience. Dans sa poitrine, envoyée à la surface afin de détruire tous ceux qui ont osé le trahir sans pitié. Même l'ombre de son nez, espérant pouvoir le voir le lendemain matin, dès l'aube, et s'endort avec ce souhait ardent dans son cœur. Le lendemain, Light sort du château et trouve la scène habituelle. Ellie et Nazuna enfermés dans une énième dispute comme d'habitude. Nazuna s'illumine dès l'instant où elle l'aperçoit, un vrai soleil, ravie que son souhait se soit réalisé et qu'elle puisse revoir Maître Light enfin. Comme toujours, Light ne peut s'empêcher de traiter Oyuki comme un chaton, c'est plus fort que lui, et les autres filles deviennent rapidement jalouses de cette attention, c'est évident. Mais le moment paisible est brisé en 1000 éclats lorsqu'une bête familière apparaît, une qui ressemble trait pour trait au chien de l'enfer que Light a affronté pour la première fois en tombant dans l'abysse. Même maintenant, Light sent son corps se tendre à sa vue, hanté par la peur de ce jour-là, un souvenir glaçant, mais les choses étaient différentes maintenant, heureusement, car il avait de puissantes guerrières à ses côtés, prêtes à tout, et elles étaient prêtes à se battre sans la moindre hésitation, unies. Nizuna abandonne son ton habituellement étourdi, rempli d'une rage folle qu'un misérable bâtard d'entraînement ose montrer son sale museau devant Light, l'insolent. Ellie est furieuse aussi, prête à punir la créature pour son arrogance, et pas qu'un peu. Oyuki est également dégoûtée, la simple présence de ce chien perturbe la paix de Light, c'est intolérable et elle promet d'exterminer toute leur race, si nécessaire, sans hésiter. Elles font clairement savoir qu'elles sont sur le point de déchaîner la force écrasante de leur puissance de niveau 99 999, attention les yeux. Mais avant qu'elles ne puissent faire le moindre mouvement, Light intervient doucement et leur dit que tout va bien, calmement. Sa voix seule suffit à les faire s'arrêter instantanément comme par magie. Il les rassure en disant qu'il va bien maintenant, tout est sous contrôle. Étonnamment, Light s'excuse même auprès de la bête de l'avoir effrayé, quel gentleman. Au fond de son esprit, il sait que s'il donnait le mot, ses filles effaceraient
être les chiens de l'enfer de l'existence, sans laisser de traces. Puis Light en vient à la raison pour laquelle il les a rassemblés, le moment est venu. Il les informe que Mai est revenu et que sa mission a été un succès retentissant, ce qui signifie que c'est le moment enfin. Leur cible est tombée droit dans le piège, comme un bleu, et maintenant elles passent à la phase 2 sans plus attendre. Les filles sont un peu agacées que Mai ait pris les devants, encore elles, mais elles sont tout aussi excitées de savoir qu'elles avancent enfin, c'est l'heure. Light se tourne et les mène en avant, déclarant que le premier plat de sa vengeance tant attendu est enfin prêt à être servi. Bon appétit! Loin de là, dans la Cité des Loups, un endroit bien particulier, l'une des cibles de Light, Garou, se promène dans les rues, l'air important. Les gens l'acclament comme un héros, un vrai sauveur, ignorant joyeusement que la vengeance est déjà en route et qu'elle ne pardonne pas. Les villageois sont obsédés par Garou, au point que l'un d'eux plaisante même en disant qu'il devrait épouser sa sœur, quelle blague. Il le couvre de louanges sans arrêt, à n'en plus finir, et Garou rit de bon cœur, sans la moindre honte, bien au contraire. Il se délecte de l'attention, se pavanant comme une célébrité et disant à tout le monde de faire place à une légende vivante. Sur le côté, un humain fouille dans une pile de déchets, un spectacle peu ragoûtant, et Garou ne supporte pas cette vue, c'est insupportable pour lui, alors il traite le garçon de racaille des caniveaux, le jette violemment au sol et lui crache au visage, sans la moindre pitié. Comme la plupart des hommes bêtes, Garou n'a que du mépris pour les humains, ces vermines, et il dit au garçon de disparaître et lui fait clairement savoir qu'il ferait mieux de ne plus jamais se montrer devant lui, sous peine de représailles. Plus tard, dans une taverne locale, il revendique avec confiance la meilleure place, la plus en vue, et ordonne à son entourage de commander tout ce qu'ils veulent, se vantant d'avoir bien gagné sa vie, et pas qu'un peu. Ses compagnons le couvrent de louanges, l'appelant un symbole de fierté pour tous les hommes bêtes, un vrai modèle, même s'il a lui-même gravi les échelons depuis la crasse des bidonvilles à la sueur de son front. Maintenant, il est un leader admiré par beaucoup, un vrai chef. Avec une arrogance sans filtre et sans la moindre modestie, il leur dit que devenir quelqu'un comme lui, ce n'est pas donné à tout le monde, loin de là. Il a maîtrisé l'art de l'influence et puisque les hommes bêtes sont naturellement enclins à suivre, comme des moutons, tout ce qu'il a à faire est de tirer parti de ce trait et la vie devient royale, un vrai conte de fées. Selon lui, la clé du succès réside dans la bonne catégorisation des tâches, un art subtil, savoir lesquelles valent l'investissement, le temps et l'énergie et lesquelles consomment trop d'efforts pour trop peu de retour en pouvoir ou en profit, une perte sèche. L'un des hommes bêtes moins futés évoque un ancien travail que Garou a pris il y a 3 ans, impliquant la concorde des tribus, un sujet délicat, demandant si cela avait été lucratif, un peu trop curieux. Un autre compagnon le réprimande pour son indiscrétion, le remettant à sa place, mais le chef loup répond calmement, déclarant que la fédération pour laquelle il travaillait les avait liés par serment, rendant impossible de révéler le moindre détail spécifique, secret défense. Il se souvient cependant que ce fut la mission la plus facile et la plus rentable qu'il ait jamais entreprise, un jeu d'enfant. Juste éliminer un garçon humain insignifiant, il n'a jamais découvert où cela menait, un mystère non résolu, il est à la fois fortement que quelqu'un comme Light ait pu survivre, c'est impossible. Ce qui l'intrigue le plus, c'est le mystérieux astro que la fédération est obsédée à localiser une énigme dans le pied. La seule pensée lui donne des frissons, avertissant que creuser trop profondément pourrait être dangereux, très dangereux. Avant qu'il ne puisse approfondir ses pensées, celles-ci sont interrompues par l'arrivée soudaine d'une jeune femme magnifique qui se révèle être Mei. Quelle apparition! Elle demande poliment s'ils peuvent s'entretenir un instant. Elle demande s'il est bien Garou, le chef des hommes bêtes, en personne, et il hoche la tête après avoir bu nonchalamment de sa boisson, l'air blasé. Mais prétend faussement avoir servi comme servante de maître Light le Grand qui, explique-t-elle, est issu d'une lignée noble estimée de sang royal. Garou est stupéfait par cette révélation inattendue et commence à se demander si, s'il avait gardé Light en vie, cela n'aurait pas été bien plus profitable pour lui, quel gâchis. Mais poursuit sa tromperie, affirmant qu'elle a cherché Light pendant les 3 dernières années, sans relâche, et que chaque indice qu'elle a suivi l'a mené à ce pays par un heureux hasard, l'endroit même où il voyageait pour la dernière fois avec un nouveau groupe, le Destin. Garou admet nonchalamment qu'il faisait bien partie de ce groupe et confirme que Light était parmi eux, oui. Les yeux de Mei brillent alors qu'elle feint la tristesse avec brio, disant qu'elle a entendu des rumeurs selon lesquelles Light a péri à l'intérieur des donjons et n'a plus jamais été revu. Quelle tragédie! Garou hoche la tête solennellement, confirmant qu'il est vrai que Light a connu une fin tragique, hélas, mais Mei demande doucement s'il pourrait la guider vers le site où cela s'est produit, s'il vous plaît, expliquant que cela lui apporterait du réconfort de visiter l'endroit où Light a rendu son dernier souffle, un pèlerinage. Garou répond brutalement, demandant ce qu'il y gagne, sans détour. À sa surprise, Mei pose calmement un petit sac sur la table, avec élégance, et à l'intérieur se trouvent 3 barres d'or massifs qui brillent de 1000 feux. Ses compagnons sont stupéfaits et silencieux, les yeux écarquillés, bouche bée, mais Garou garde un visage impassible tandis que son esprit s'emballe à toute vitesse. Il se demande si c'est un piège ou si la fille ne cherche vraiment rien de plus qu'un simple guide dans les profondeurs des donjons, une âme perdue, mais après un moment de réflexion, il décide d'accepter l'accord, l'appât du gain est trop fort. Dans son esprit, une femme humaine fragile ne représente aucune menace pour quelqu'un de sa force, c'est évident. Elle ne pourrait même pas toucher un brin de sa fourrure, encore moins lui faire le moindre mal, quelle blague. Garou la conduit finalement dans les donjons, accompagné de ses fidèles, une petite troupe. Après plusieurs heures de marche à travers des tunnels humides et sombres, il se tourne pour demander si elle tient le coup, la petite, mais bien que visiblement épuisée, offre un léger sourire et insiste sur le fait qu'elle peut continuer courageuse. Garou sourit intérieurement, pensant à la façon dont la fortune semble toujours le favoriser, quel vénard. Il prévoit de la voler de son or une fois arrivé, un petit bonus, puis de la souiller là même sur la tombe de l'homme qu'elle pleure, quelle ignominie. Finalement, ils atteignent la caverne où Light avait autrefois été abandonné et laissé pour mort. Un lieu sinistre.
Garou fait un geste en avant, affirmant que c'est l'endroit exact où Light a rencontré son malheureux destin. Le pauvre. Il invente une fausse histoire sur un groupe de monstres les ayant pris en embuscade, une fable bien ficelée disant que Light n'a pas eu le temps de fuir, a été déchiré en morceaux, puis a déclenché une truite de téléportation et n'a plus jamais été revu. Quelle fin absurde! Mais s'effondre à genoux, les larmes coulant à flot sur son visage, un spectacle déchirant tandis que les pensées de Garou deviennent cruelles, sans pitié. Il se moque de la pitié des humains, si fragiles, si inconscients du danger même lorsqu'ils se rapprochent, les pauvres idiots. Ces hommes se dispersent subtilement, formant un cercle et scellant la seule issue, sans qu'elles ne s'en aperçoivent, tandis que Garou continue sa performance, prétendant se lamenter d'avoir essayé de sauver Light, mais d'avoir échoué, le grand acteur. Juste au moment où il se prépare à frapper, le ton de Mei change soudainement du tout au tout. Sa voix se durcit alors qu'elle déclare, avec une froideur glaçante, que seules les créatures les plus dépravées de l'existence pourraient tromper quelqu'un d'aussi pur que Light, un ange, l'attirant dans un donjon sale seulement pour le trahir. Quelle infamie! Ces mots résonnent fortement contre les murs de pierre alors qu'elle regarde autour d'elle. Le regret brûlant dans ses yeux, une douleur profonde, admettant que si elle était entrée au service de Light ne serait-ce qu'un peu plus tôt, il n'aurait jamais été chassé, tiré dans la jambe et battu jusqu'à ce qu'il puisse à peine respirer, jamais. Garou sent instantanément le danger et bondit instinctivement en arrière, un réflexe. Son esprit s'emballe de confusion quant à la façon dont, sur Terre, cette femme connaît de tels détails spécifiques, c'est impossible. Ses partisans regardent autour d'eux, clairement perplexes, inconscients de la pleine portée de ce qui vient d'être dit, les pauvres. Mais Garou en sait plus, bien plus. Les seuls individus qui pourraient être au courant de cet événement sont soit des membres de la concorde des tribus, soit des figures de haut rang de l'élite de la nation, c'est clair. Ils plissent les yeux et exigent de savoir pour qui elle travaille, sans attendre, l'accusant d'être une espionne dépêchée par une tribu rivale, une traîtresse. Elle ricane, déclarant avec audace qu'elle ne sert personne d'autre que Light et que Garou va bientôt affronter sa fureur. L'énergie brute qui émane d'elle le fait frissonner, ce qu'il trouve profondément dérangeant. Il tente de se rassurer, se disant qu'elle n'est qu'une humaine sans valeur, bonne à être utilisée puis jetée. Mais dès qu'elle croise son regard, une vague de terreur glaciale l'envahit. Son instinct lui hurle la vérité, ce n'est pas du bluff, et s'il l'affronte, il va mourir. Au moment où Mai s'apprête à frapper, une voix calme résonne des ombres, celle de Light lui intimant de se retirer car il s'occupera de Garou personnellement. Les yeux de Garou s'écarquillent, refusant de croire ce qu'il entend. Mais Light s'avance alors, son ton presque désinvolte, comme s'il saluait une vieille connaissance. Il dit à Garou qu'il est venu régler un vieux compte, celui d'il y a 3 ans. Retrouvant soudain son arrogance, Garou éclate de rire, affirmant qu'il n'aurait jamais cru revoir Light. Il se moque de lui, un humain pathétique de niveau 15, se vantant qu'un tel individu ne pourrait jamais tenir tête à un boss de raid de niveau 158. Il ricane, disant qu'il se fiche de savoir comment Light a survécu, mais qu'enfin il pourra le tuer de ses propres mains et ramener son cadavre comme preuve. Light expire doucement, demandant si Garou n'est pas au moins curieux de savoir qui est Mai ou à quel point elle pourrait être puissante. Garou hausse les épaules, admettant qu'il n'a aucune idée de la vraie force de cette prétendue servante, mais il est absolument certain que de faibles petits humains ne feront jamais le poids face à des hommes bêtes comme eux. Il se vante que tous ces hommes sont au-dessus du niveau 130 et qu'ils les écraseront avec une force écrasante. Sans plus attendre, il donne le signal d'attaque. 2 de ses subordonnés foncent vers Light à toute vitesse, armes au poing, prêts à l'abattre. Mais en un instant, Mei les intercepte, apparaissant avant même qu'ils n'aient eu le temps de cligner des yeux. Leur tête tombe net au sol, au même endroit, tandis que leurs corps s'effondrent en silence. Elle avertit froidement que quiconque osera menacer Light perdra la vie, mais Light lui ordonne calmement de se replier et de bloquer toutes les sorties, car cette fois, il veut s'amuser un peu lui-même. Les hommes de Garou commencent à perdre leur sang-froid, incapables de comprendre ce qu'ils viennent de voir, mais Garou tente rapidement de les remettre au pas, balayant ça d'un revers de main comme un simple tour de passe-passe bon marché, rien de réel. Light le regarde et lui demande s'il croit toujours sincèrement que les humains sont plus faibles, si l'idée que l'humanité pourrait être la race la plus puissante de toutes lui a déjà traversé l'esprit. Garou éclate de rire, affichant fièrement son niveau comme si cela mettait fin à la conversation. Mais Light répond calmement, disant qu'un niveau n'est qu'un chiffre et ne signifie rien quand il s'agit de vraie force. La patience de Garou cède et avec un rugissement furieux, lui et tous ses acolytes se jettent là sur Light de toute leur force. Mais à leur grande surprise, Light ne bronche pas et reste immobile comme la surface d'un miroir. Puis, en un instant, il explose en mouvement, parant chaque coup et terrassant chacun des guerriers bêtes avec une succession impeccable. Un par un, ils s'écrasent au sol, étourdis et à bout de souffle. Light s'approche de Garou et lui demande à nouveau s'il pense toujours que les humains sont faibles, mais Garou, consumé par l'orgueil, refuse d'accepter la défaite. Serrant les dents, il surmonte la douleur, se remet sur pied et hurle qu'aucun humain ne pourrait jamais le rivaliser. Déterminé, il sort un cristal magique lumineux de sa poche et le claque au sol, invoquant son familier, un énorme monstre loup de niveau 500.
Light observe calmement et demande si c'est vraiment le mieux que Garou puisse faire, mais Garou suppose qu'il est stupéfait et se moque de lui, l'exhortant à supplier. Light ne bouge pas et dit à Garou d'y aller, de frapper, promettant de ne pas faire un seul pas de là où il se tient. Enragé, Garou ordonne à sa bête de déchaîner une explosion si dévastatrice qu'elle pourrait anéantir un pâté de maisons entier. L'explosion secoue le donjon et un nuage de poussière engloutit tout. Mais quand la poussière retombe, l'expression de Garou se fige d'incrédulité. Light se tient exactement là où il était, intact, pas même une égratignure sur ses robes. Light sourit, se moquant de lui pour avoir donné un nom si grandiose à cette attaque exagérée qui n'a fait que soulever un peu de poussière. Garou est trop stupéfait pour répondre et ses hommes tremblent visiblement, certains peinant à se tenir debout. Avec une confiance tranquille, Light annonce que c'est son tour. Il plonge la main dans son manteau comme s'il était en plein duel et en sort une carte comme dans un jeu de cartes à collectionner. Il joue la carte légendaire ultra rare de niveau 9000, la divinité du loup primordial. La bête divine se matérialise derrière lui, radieuse et éthérée, laissant l'ennemi bête bouche bée. Light donne un ordre simple, éliminer le familier de Garou. Mais au lieu de déclencher une explosion spectaculaire, le loup divin expire doucement et ce souffle seul suffit. Son essence divine gèle le loup massif de Garou, puis le brise en fragments scintillants, juste devant son maître stupéfait. Garou reste figé, l'esprit en vrille, incapable d'accepter que son monstre de niveau 500 ait été détruit en un instant sans même un vrai combat. Mais Light hausse simplement les épaules, lui disant qu'il aurait pu écraser la bête lui-même s'il l'avait vraiment voulu. Puis, comme coup de grâce à l'orgueil de Garou, Light révèle son propre niveau maximisé à 9999. Garou commence à bégayer, tout son corps tremblant alors qu'il marmonne que cela ne peut pas être réel, car les humains ne sont pas censés dépasser le niveau 100. Et si Light était vraiment le même humain d'il y a 3 ans, il aurait dû vieillir maintenant. Light explique calmement qu'il porte une bague d'âge pour stopper sa croissance physique, un rappel de qui il était et du jour où il a été trahi par la pire des ordures, ayant jamais foulé cette terre. À cet instant, Garou réalise que son sort est scellé. Il n'a aucune chance, absolument aucune, contre le monstre qui est devenu Light. Sachant qu'il est tout bon pour la casse, il fait ce que tout lâche ferait. Il lâche ses armes et tombe à genoux, implorant la pitié. Il plaide que ce n'était pas sa faute, affirmant avoir agi sous les ordres de la Fédération. D'une voix tremblante, il insiste qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à quiconque, que ses subordonnés étaient ceux qui avaient concocté tout ce plan et l'y avaient entraîné. Ses subalternes le regardent avec incrédulité, car c'est le même homme qui se vantait de sa puissance et de sa domination ce matin même, et maintenant il baisse la tête, implorant le pardon, offrant même de servir de mascotte à Light si cela pouvait lui épargner la vie. Light cependant reste indifférent et demande plutôt ce qu'est vraiment le maestro et pourquoi le gouvernement est si obsédé par sa recherche. Garou répond honnêtement qu'il ne sait pas, seulement qu'on leur a dit que le maestro était probablement un humain. Le ton de Light se durcit alors qu'il demande pourquoi ils ont choisi de le tuer une fois qu'ils ont cru qu'il n'était pas le maestro. Garou se prosterne rapidement à nouveau, jurant qu'il n'en a aucune idée, qu'il ne faisait que suivre des ordres. Les yeux de Light se tournent vers les autres hommes bêtes, exigeant de savoir si l'un d'eux possède de vraies informations. Dans une tentative désespérée de survivre, ils se mettent tous à crier que oui, mais les yeux spéciaux de Mai s'illuminent de puissance, exposant leurs mensonges. Sans hésitation, elle les abat sur place, leur sang éclaboussant le sol de la caverne. Elle déclare froidement que quiconque osera mentir devant Light connaîtra la mort de sa main. Light se tourne vers Garou et lui demande s'il croit qu'il y a quelqu'un d'assez fort pour le défier s'il décidait de faire la guerre à la surface. Garou admet la vérité, le pouvoir de Light est au-delà de toute compréhension, suffisant pour écraser des nations à lui seul. Mais il ajoute que si les nations s'unissent et déchaînent les armes qu'elles ont développées, même quelqu'un comme Light pourrait rencontrer des difficultés, surtout avec seulement une servante à ses côtés. Light sourit et lui dit qu'il veut lui montrer quelque chose. D'un mouvement de main, il lance un sort de téléportation, les transportant directement dans sa propre salle du trône. La santé mentale de Garou frôle la rupture dès son arrivée. Son esprit ne peut pas traiter ce qu'il voit. Une armée si vaste et terrifiante que le plus faible d'entre eux est de niveau 1500, tandis que 4 servantes se tiennent au niveau 9999. Les autres se situent entre 6000 et 9000, chacun rayonnant d'un pouvoir divin. Garou ne peut plus parler et une seule larme coule sur sa joue alors que l'horrible vérité s'impose à lui. Light pourrait effacer la planète entière en un clin d'œil. Il n'est pas seulement puissant, c'est une apocalypse ambulante. Et Garou ne peut que trembler en se demandant ce qui se passera quand cette divinité décidera enfin de faire la guerre. Le lendemain matin, Light retourne dans sa ville natale, espérant retrouver sa famille et la ramener dans sa cité donjon. Mais à son arrivée, cet espoir se transforme vite en désespoir.
Devant lui ne s'étend qu'un désert de ruines brisées et de cadavres en décomposition. Le village avait été entièrement anéanti environ 6 mois plus tôt par des assaillants inconnus ne laissant aucune trace de vie. Déterminé à offrir au moins un adieu digne à ses proches, Light commença à fouiller les décombres, cherchant tout reste qu'il pourrait inhumer. À son immense soulagement, aucun décor ne correspondait à ceux de ses jeunes frères et sœurs, ce qui lui donna une faible étincelle d'espoir qu'ils soient encore en vie quelque part. Mais ses parents n'avaient pas eu cette chance. Gold, percevant la gravité du moment, demanda à Light s'il tenait le coup, reconnaissant à quel point cela devait être difficile à digérer, mais Light l'assura qu'il s'en sortirait. Pour l'instant, leur attention devait rester sur la mission actuelle. Il demanda donc à Gold et Nemumu de l'aider à recueillir autant d'informations que possible. S'il était clair que leur force militaire était assez formidable pour rivaliser avec les grandes puissances mondiales, se précipiter tête baissée dans un conflit serait imprudent. Il voulait des informations détaillées sur les capacités de chaque nation. De plus, Light soupçonnait que la destruction de son village était directement liée aux rumeurs selon lesquelles il serait un maestro. Il était donc déterminé à découvrir ce qu'est vraiment un maestro et pourquoi un tel titre justifierait tant d'effusions de sang. Et s'il s'avérait que toute cette dévastation était le résultat de quelques Alaïtes assoiffés de pouvoir et de gloire, alors il jura de réduire le monde en cendres et de forcer personnellement les coupables à en avaler les conséquences. Gold sympathisait avec la colère de Light, mais le mit en garde de contrôler sa fureur en public. L'aura qu'il émettait pourrait facilement tuer une personne ordinaire sur le champ. Light s'excusa de son manque de retenue et s'équipa d'un objet appelé le masque du fou pour supprimer son énergie et dissimuler son identité. Après avoir rendu un dernier hommage sur les tombes de ses parents et s'être discrètement excusé de n'avoir pu les protéger, lui, Gold et Nemumu partirent en direction de la ville de Dagas. En chemin, Nemumu, curieuse et un peu hésitante, demanda ce que Light comptait faire une fois arrivé. Avant que Light ne puisse répondre, Gold lui conseilla de faire attention à la façon dont elle s'adressait à leur seigneur tant qu'il serait à la surface. Et Light expliqua qu'utiliser son vrai nom pourrait alerter ceux affiliés à Concorde. Donc, pour le moment, il utiliserait l'alias Dark pendant leur mission, et Nemumu hocha la tête, comprenant. Quant à ses plans à Daga, Light l'informa qu'il avait l'intention de s'inscrire comme aventurier sous le nom de Dark, et en gravissant les échelons, il espérait obtenir progressivement des informations précieuses des cercles supérieurs de la guilde. Peu après, Nemumu aperçoit la ville de Dagas à l'horizon. Comme voler directement attirerait une attention inutile, Light recommande d'atterrir dans la forêt et de faire le reste du trajet à pied. Malgré tout, avec l'armure éblouissante de Gold, ils sont de toute façon voués à se faire remarquer. Alors que le trio traverse les bois, ils tombent sur une scène troublante. Un marchand humain se faisant prendre en embuscade par un groupe de bandits nains. Bien qu'il préférerait rester inaperçu jusqu'à la ville, l'armure de Gold inclut des effets scintillants incrustés qui captent la lumière et malheureusement l'attention des voleurs. Les nains décident alors de tenter leur chance, le dévalisant aussi, ce qui se termine mal pour eux car ils sont laissés ligoter et humiliés au milieu du chemin. Le marchand reconnaissant et son fils, submergés de soulagement, offrent à Light et à ses compagnons un trajet jusqu'à la ville en remerciement de leur sauvetage opportun. Pendant le voyage, le garçon ne peut s'empêcher de parler de l'incroyable performance de Gold au combat. Admettant n'avoir jamais vu personne abattre des nains avec une telle facilité, son père suppose qu'ils doivent être une équipe d'aventuriers bien connus, mais Light précise qu'ils ne sont même pas encore inscrits. Surpris par la réponse, l'homme leur dit que s'ils sont sérieux quant à devenir aventuriers, Dagas est l'endroit idéal pour cela. La ville abrite l'une des plus grandes guildes de la région et se situe à la frontière entre les territoires elfiques, nains et humains. Avec une solide population d'humains y résidant, elle est considérée comme l'une des villes les plus accueillantes pour leur espèce. Il mentionne même posséder un hôtel prospère géré par des humains et les invite à y séjourner s'ils ont besoin d'un logement. Peu de temps après, ils atteignent les abords de Dagas. Light demande au colonel de les déposer aux portes de la ville, car il préfère donc faire le reste du chemin à pied. Pour Gold et Nemumu, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans une ville de surface et ils remarquent vite les nombreuses vitrines vendant armures et armements. Light explique que ce n'est pas surprenant car cet endroit est rempli d'aventuriers et avec le royaume nain voisin, réputé pour ses prouesses en forge, il est tout naturel que leurs marchandises y soient vendues en abondance. Lorsque le groupe arrive enfin à la guilde, Nemumu observe que les humains ont tendance à se disperser et à éviter le contact visuel chaque fois que quelqu'un d'une autre race passe. Light interprète ce comportement comme la preuve que les humains ne sont pas non plus traités avec respect dans cette ville, même si cette discrimination n'est pas ouvertement reconnue. Light se dirige vers le comptoir d'accueil pour s'inscrire et, comme prévu, il doit commencer au rang E. Cela signifie qu'il devra accomplir quelques quêtes de niveau débutant plus tard pour améliorer son statut, mais avant de s'occuper de tout cela, trouver un logement est prioritaire.
Se souvenant que le colonel avait mentionné posséder un hôtel, Light décide de s'y rendre avec les autres. Le colonel est visiblement surpris de revoir Light et lui demande comment il peut l'aider, et Light explique qu'il a une requête plutôt spécifique. Il aimerait louer tout le dernier étage du bâtiment et en aucun cas, personne, personnel compris, ne devrait être autorisé à y entrer. Pour sceller l'affaire, Light dépose un lourd sac de pièces d'or sur le comptoir. Le colonel est complètement sidéré, ne sachant comment réagir. Light propose de payer encore plus si nécessaire, mais le colonel l'assure rapidement que c'est déjà 10 fois plus que ce qu'il faut. Il dit aussi qu'il ne peut accepter une somme aussi extravagante de l'homme qui lui a sauvé la vie plus tôt. Cependant, Light reste ferme dans sa décision, et finalement le colonel accepte l'offre généreuse et promet de préparer les chambres immédiatement. Peu de temps après, Light et le groupe montent à l'étage. Une fois à l'intérieur, Light sort plusieurs cartes de sortilège bloquant la perception et les active dans toute la pièce, s'assurant que personne ne puisse les espionner ou les écouter. Enfin capable de baisser sa garde, il tire une chaise et s'assied, prenant un moment pour se reposer. Alors qu'il s'installe, Nemumu prend la parole et dit que bien qu'elle comprenne que Light est incroyablement fort et a choisi de devenir aventurier ici pour recueillir des informations, il y a toujours un risque qu'il puisse être blessé à la surface. Bien que Light soit généralement une personne calme et prévenante, la suggestion de Nemumu touche une corde sensible. Pour lui, cela sonne comme si elle essayait de l'écarter de sa propre mission de vengeance, comme si elle pensait qu'il n'était pas capable de l'accomplir lui-même, et cette implication l'exaspère. Nemumu réalise immédiatement son erreur et tombe à genoux, implorant le pardon, mais le mal est déjà fait. L'expression de Light devient mortelle et un instant, on dirait qu'il pourrait réellement lui faire du mal. Sentant la tension monter, Gold intervient, riant légèrement pour détendre l'atmosphère. Il dit à Light que Nemumu ne saisit simplement pas le poids émotionnel de la vengeance et il explique que Light a l'intention d'accomplir sa vengeance de ses propres mains, sans intermédiaire, sans délégation, et c'est quelque chose de vraiment noble à soutenir. Entendre la pique légère de Gold ramène Light à la raison et il réalise qu'il a peut-être laissé ses émotions s'emballer. Il s'agenouille et s'excuse auprès de Nemumu, admettant qu'il a surréagi et comprend que ses paroles venaient d'une réelle inquiétude pour sa sécurité. Nemumu insiste cependant qu'elle était en tort d'avoir parlé sans permission, alors elle plaide pour avoir la chance de renouveler son vœu de loyauté. Bien que Light ne pense pas qu'un tel geste soit nécessaire, il accepte d'honorer sa requête. Avec soin, Nemumu soulève son pied et y presse ses lèvres. Dans ce monde, un baiser au pied est le signe ultime de déférence et de respect envers son souverain. Pourtant, Light n'a jamais été friand de cette coutume, se souvenant surtout à quel point c'était gênant quand tous ses subordonnés s'étaient alignés pour accomplir le rituel lors de leur première invocation. Même Gold ne peut s'empêcher de commenter que toute cette affaire est un peu bizarre, surtout que Nemumu semble en profiter bien trop. Le lendemain, Light et les autres se dirigent vers le donjon. Alors qu'ils flânent dans les rues de la ville, ils attirent rapidement l'attention. Gold, vêtu d'une armure radieuse, scintille comme un coffre au trésor ambulant, et la beauté saisissante de Nemumu fait tourner bien des têtes. Quant à Light, la seule remarque que les gens semblent faire est qu'il a l'air étrange avec son masque, mais cela ne fait qu'ajouter à son énigmatique persona sombre, donc il n'est pas le moins du monde dérangé. Quand ils atteignent l'entrée du donjon, ils trouvent une longue file de personnes attendant d'entrer. Gold remarque rapidement quelque chose d'étrange. Il n'y a pas d'elfes présents. Light explique alors que les royaumes elfiques et nains sont actuellement engagés dans un conflit territorial pour la propriété de ce donjon particulier, ce qui les a conduits à éviter de se croiser. Nemumu complimente Light d'avoir toujours une réponse à tout, ce qu'il apprécie, bien qu'il lève un sourcil et demande si elle a vraiment besoin de se tenir si près. Alors que son melon presse fort contre l'arrière de sa tête, elle répond avec le plus grand sérieux que c'est son devoir de le garder à tout moment et maintenir une proximité étroite fait partie de cette responsabilité. Avant que Light ne puisse protester davantage, il remarque un petit groupe de 3 personnes qui doublent la file. Le plus petit est probablement un serviteur, tandis que le second semble avoir reçu un entraînement au combat modéré. Mais c'est l'homme de devant qui attire vraiment l'attention de Light. Malgré les armes surdimensionnées qu'il porte sur le dos, ses mouvements sont vifs, délibérés et exercés, signe d'un guerrier aguerri. Les humains alentours hésitent à l'affronter, probablement effrayés de provoquer une réaction mortelle, mais Light n'a pas une telle peur. S'avançant, il interpelle l'elfe pour son impolitesse, déclarant clairement que doubler la file est inacceptable. L'elfe frémit immédiatement de rage en réalisant qu'un humain a eu l'audace de lui parler. Il porte la main à son épée, clairement prêt à envenimer la situation. Mais l'aîné qui l'accompagne lui conseille discrètement que cela ne vaut pas la peine de faire une scène pour une chose si triviale. Après une brève pause, le guerrier accepte à contre-cœur et se déplace à l'arrière de la file.
Mais en passant près de Light, il se penche et le prévient froidement qu'il regrettera d'avoir montré un tel manque de respect. Une fois l'elfe hors de vue, les humains alentour se mettent à acclamer Light, l'applaudissant d'avoir tenu tête à cette brute arrogante. Les enfants d'avant reviennent même le remercier personnellement, ayant enfin trouvé le courage de l'approcher. Light leur dit qu'il n'y a pas de quoi le remercier car il a simplement agi par intérêt personnel, mais les enfants restent sincèrement reconnaissants. Juste à ce moment-là, l'un d'eux demande curieusement à Gold si son armure est vraiment en or car tout le monde se posait la question. Avant que Gold ne puisse répondre, Nimoumou intervient et explique que son armure n'est pas du tout en or, car si c'était le cas, elle serait bien trop molle pour offrir une protection digne de ce nom. Le garçon commence à demander si Gold la porte juste pour le spectacle, mais ses amis l'arrêtent vite, réalisant que ça pourrait paraître impoli. Pourtant, Gold ne s'offense pas. Avec un sourire, il admet fièrement qu'il la porte absolument pour attirer l'attention, car aucune couleur ne reflète mieux l'exemple éclatant qu'il s'efforce d'être en tant que chevalier. La conversation dévie quand les enfants demandent massivement si c'est la première fois que le groupe de Light s'aventure dans le donjon. Light confirme, mais se demande aussi à voix haute comment ils ont deviné. Les enfants expliquent dorénavant que cet étage est d'habitude réservé aux aventuriers plus expérimentés à cause du prix d'entrée élevé, et la plupart de ceux qui entrent viennent préparés à camper à l'intérieur. Et comme l'équipe de Light n'avait pas d'équipement visible, c'était assez facile de voir qu'ils étaient novices dans ce donjon-là. Juste à ce moment, un garde appelle le prochain groupe à avancer. Les enfants leur font signe d'au revoir et s'élancent ensemble dans le donjon. Les voyant disparaître, Light et les autres se demandent s'ils ne devraient pas commencer à transporter du faux équipement. Même si toutes leurs vraies provisions sont rangées dans une boîte à objets, ça pourrait valoir le coup juste pour éviter d'avoir l'air de parfaits débutants. Peu de temps après, c'est enfin leur tour d'entrée. Pour Light, c'est la première fois qu'il met les pieds dans un donjon qui n'est pas l'abîme. Les donjons sont saturés de mana qui devient plus puissant à mesure qu'on s'enfonce, faisant souvent apparaître des monstres, des pièges et même des écosystèmes entiers. En substance, l'intérieur d'un donjon fonctionne comme un monde à part entière. Une fois arrivé au premier étage, Light lance un sort de dissimulation sur le groupe, les protégeant de la détection, et avec ça, ils commencent à voler ensemble vers le deuxième étage. Au même moment, l'elfe de tout à l'heure décharge furieusement sa frustration sur une horde d'orques incapables d'accepter qu'un simple humain ait eu l'audace de lui parler si familièrement. Il s'appelle Quito, et il se déclare haut et fort héros légendaire du royaume des elfes, se vantant que le sang d'un mastro coule dans ses veines, le rendant digne de révérence. Il marmonne amèrement qu'une telle humiliation n'arriverait jamais si son niveau n'était pas si bas actuellement. Mais Yanok, l'aîné qui voyage avec lui rappelle qu'un niveau de 1500 est déjà bien au-delà du plafond standard pour les elfes. Pourtant, Quito se moque de l'idée car ce n'est pas suffisant. Il a besoin d'une puissance écrasante qui lui permettrait d'effacer le moindre clown qui oserait se moquer de lui ou le mépriser. Yen-A, qui semble clairement nourrir son propre ressentiment, dit qu'il comprend ce sentiment. Après tout, il a été exilé pour des recherches que personne ne respectait, alors s'il y a la moindre chance d'utiliser ces mêmes recherches pour aider Quito à devenir plus fort, il est partant. De l'autre côté du donjon, Light et son équipe sont déjà descendus au 3e étage après avoir juste éliminé une horde massive d'orques. Light suggère que c'est le bon moment de rentrer car ils ont rassemblé plus qu'assez de preuves de leur force pour la guilde. En plus, cette dernière bataille l'a laissé en piteux état et il a hâte de se nettoyer. Dès que Nimimu entend ça, elle se porte volontaire avec enthousiasme pour laver chaque putain de centimètre de son corps une fois revenu, mais l'idiot de Light ne répond même pas. Alors qu'il remonte, Light et le groupe aperçoivent les enfants de tout à l'heure et descendent les rejoindre. Mais avant qu'ils ne puissent dire grand chose, une forte agitation éclate au plus profond de la forêt. Dans un déchaînement soudain de chaos, des dizaines de loups déferlent à travers les arbres. Les enfants paniquent d'un vite et disent à Light qu'ils doivent battre en retraite car il n'y a aucun moyen de faire face à autant d'ennemis. Mais Light leur dit calmement que les loups ne sont pas le vrai danger ici car quelque chose de bien pire arrive. Et un instant plus tard, le sol tremble et une mante quadricite gigantesque surgit. Les enfants se figent, stupéfaits et incrédules devant ce spectacle. L'espèce de monstre mante était censée avoir été éradiquée il y a 10 ans et ils ne sont clairement pas en état d'en affronter une seule. Le chef du groupe dit rapidement à Mia d'utiliser un peu de magie pour essayer de distraire la créature, mais il sait déjà que ce ne sera pas du tout suffisant. Désespéré, il se tourne vers Light et les autres, demandant urgemment de l'aide pour dérouter la bête assez longtemps, afin que tout le monde puisse s'échapper en sécurité. Mais quand Light entend qu'il compte bien te battre en retraite, il demande nonchalamment si ça veut dire qu'ils ne verront pas d'inconvénient à ce qu'il s'attribue la mise à mort. Les enfants le regardent comme s'il était fou, car une mante de cette taille doit être au moins de niveau 500. Pourtant, Light les assure calmement qu'il n'y a aucune raison de paniquer, car lui et ses compagnons sont plus que capables de s'en occuper.
Gold s'avance alors pour porter le premier coup, mais à sa surprise, la menthe bloque plusieurs de ses attaques avec des dégâts minimes, ce qui signifie que ses griffes doivent être bien plus résistantes qu'il ne l'avait imaginé. Light intervient ensuite et tire une flèche enflammée directement sur la menthe, mais juste avant qu'elle ne touche, la menthe la redirige et la renvoie vers lui. Voyant cela se dérouler, les enfants commencent à s'inquiéter que Light et les autres soient en grave danger, alors ils pressent Maya de se dépêcher de lancer son sort, mais elle est trop stupéfaite pour se concentrer, car elle vient de voir Light déchaîner un sort de combat de haut niveau sans même chanter, et elle n'avait aucune idée que c'était possible. Comme le reste des enfants ne sont pas familiers avec la magie, ils ne peuvent pas vraiment dire ce qui est impressionnant, alors ils ne savent pas s'il faut intervenir ou rester en retrait. Mais Gold leur dit qu'il vaut mieux qu'ils ne s'en mêlent pas, et pour couronner le tout, il leur offre une brève leçon sur ce que signifie être un vrai chevalier. Pour commencer, il explique qu'un bouclier ne sert pas qu'à bloquer, et alors que la menthe se jette sur lui, il pivote et contre-attaque sans faute, détruisant complètement l'une de ses griffes. Il ajoute ensuite qu'un chevalier ne doit jamais rater une ouverture, et alors que la menthe est encore sous le choc du coup, Gold se déplace derrière elle et lui tranche une patte. Light enchaîne avec une autre volée de flèches de feu, mais cette fois, quand la menthe les dévie, les flèches décrivent une courbe en plein vol et frappent son dos. Light a pris le contrôle total de leur trajectoire, donc peu importe ce que la menthe tente, les flèches trouveront leur cible à chaque fois. Finalement, la menthe a tous ses membres arrachés et réalisant qu'elle n'a aucune chance contre Light, elle se retourne et fait une course désespérée vers la forêt. Light est pris au dépourvu, surpris que la créature soit assez intelligente pour reconnaître quand elle est complètement dépassée et tenter de battre en retraite. Mais il n'a aucune intention de la laisser s'échapper après tout ce qui vient de se passer, alors il lance rapidement un immense mur de feu sur son chemin pour bloquer l'accès aux arbres, et Mia perd complètement la tête. Elle n'a jamais vu quelqu'un déployer une magie tactique d'une telle ampleur si instantanément de toute sa vie. Et avec le chemin scellé, la menthe n'a plus nulle part où fuir, mais elle a toujours ses ailes, alors dans un ultime effort pour survivre, elle se lance dans les airs. Mais avant qu'elle ne puisse fuir, Nememu bondit vers le ciel après elle et la réduit en miettes sans effort en plein vol. Après son atterrissage, Gold lui dit qu'elle a tout gâché, ce qui l'irrite vraiment, car elle pensait faire exactement ce que Light voulait, détruire le monstre. Mais Gold explique qu'elle a aussi anéanti toutes les parties précieuses, ce qui signifie qu'il ne reste plus rien à vendre une fois qu'ils seront de retour en ville. Réalisant son erreur, Nememu commence immédiatement à supplier Light de lui pardonner, mais il l'assure que ce n'est pas grave. Sur le côté, les enfants sont toujours figés, incertains d'avoir vraiment vu un humain abattre une menthe quadricite, ou s'ils ont collectivement halluciné toute la scène, et après quelques minutes, alors qu'ils fouillent les restes, ils tombent sur la gemme magique de la menthe. Miraculeusement, elle est toujours intacte, ce qui signifie que Light peut l'utiliser comme preuve de son exploit. Mais juste avant qu'il ne parte, l'un des enfants l'approche et lui demande s'il fait partie d'un célèbre groupe d'aventuriers ou quelque chose comme ça, car il n'y a aucune chance que quelqu'un d'aussi puissant soit juste un débutant. Mais Light répond calmement que lui et ses amis sont bel et bien classés F, laissant les enfants encore plus confus qu'avant. La bataille terminée, Mia conjure une boule d'eau avec sa magie et l'offre à Light pour qu'il puisse rincer toute la bave de menthe. Il est sincèrement touché qu'elle utilise son précieux mana pour lui, mais elle insiste que c'est la moindre des choses. Comme le soleil commence à se coucher, le chef invite Light et les autres à camper avec eux pour la nuit. Non seulement parce qu'il est dangereux de voyager dans le noir, mais aussi parce que Mia meurt d'envie de discuter de magie avec Light, et comme il n'y a pas de réel inconvénient à rester, Light accepte. Puis, pendant que le groupe est réuni autour d'un repas, Maya commence à bombarder Light de toutes sortes de questions sur son passé. Mais comme il ne peut évidemment pas révéler sa véritable histoire ou ses futurs objectifs, il improvise un récit et prétend que ses deux parents étaient des mages exceptionnels, ce qui explique pourquoi il est capable de lancer des sorts sans avoir besoin d'incantations. Cette explication semble satisfaire Maya, mais son frère ne comprend toujours pas ce qu'il y a de si impressionnant là-dedans. L'entendant dire ça, Maya se lance dans une tirade passionnée sur à quel point la magie de Light était vraiment incroyable. Elle explique qu'il existe 3 classifications principales de magie. Premièrement, il y a la magie de classe combat, généralement utilisée contre des ennemis individuels. Ensuite, il y a la magie de classe tactique, qui peut affecter une vaste zone, comme le mur de feu que Light a lancé plus tôt. Et enfin, il y a la magie de classe stratégique, capable d'impacter le monde à une échelle bien plus grande, voire mondiale. Cela inclut des sortes cataclysmiques, comme déclencher des tremblements de terre, ou faire tomber des pluies de météores, ce qui nécessite généralement une équipe de mages d'élite pour puiser leur mana et réciter de longues incantations à l'unisson pour même tenter l'exploit. Alors que d'autres races peuvent lancer de la magie puissante avec une relative facilité, il est extrêmement rare que les humains atteignent ce niveau. C'est pourquoi Mia était si stupéfaite de voir quelqu'un comme Light réussir un sort de ce calibre si facilement.
Son frère ne comprend peut-être pas très bien les mécanismes de la magie, mais d'après la façon dont Maya l'a expliqué, il peut dire que Light est à un tout autre niveau. Pourtant, il dit à Mia qu'elle mérite aussi du crédit car ses capacités étaient assez fortes pour lui valoir une recommandation officielle à l'Académie de magie du Duché. Cela pique l'intérêt de Light, alors il demande s'il parle donc de l'Académie supervisée par la Principauté des Neuf, l'organe directeur formé par les 9 races majeures. Mia confirme que c'est bien celle-là et Gold ajoute qu'être reconnue par la Principauté n'est pas une mince affaire, ce qui montre clairement qu'elle est une mage très capable. Son frère est d'accord, mais dit que leurs circonstances ont rendu les choses difficiles. Leurs 2 parents sont décédés pendant une pièce de théâtre et sans l'argent pour payer les frais de scolarité de l'académie, ils ont dû former un groupe d'aventuriers avec leurs amis d'enfance Gimra et Wardy juste pour survivre. Actuellement, leur objectif principal est de gagner suffisamment grâce aux explorations de donjons pour pouvoir envoyer Maya à cette académie. Mais Mia dit qu'elle est déjà heureuse de pouvoir voyager avec les gens qu'elle aime, donc ils n'ont pas besoin de faire des pieds et des mains pour elle. Son frère promet de ne rien faire d'imprudent et les voir parler ainsi rappelle des souvenirs à Light, en particulier les moments qu'il partageait avec sa propre sœur cadette. Juste à ce moment-là, Mia et son frère demandent à Light ce qui l'a inspiré à devenir aventurier. Alors, s'en tenant à sa couverture, il leur dit que ses parents sont morts dans un incendie et qu'il a failli été laissé avec de graves brûlures, ce qui l'a poussé à chercher une rare potion magique capable de guérir ses blessures. L'histoire est si tragique que tout le monde se tait, ne sachant pas comment réagir. Sentant la tension gênante, Jimra décide de la briser en demandant brusquement si Gold et Nemumu sont en couple. Nemumu se hérisse immédiatement et rétorque qu'elle ne sortirait jamais, en aucune circonstance, avec quelqu'un comme Gold. Gold, de son côté, reste calme et répond nonchalamment qu'il n'a aucun intérêt à fréquenter une femme aussi immature que Nemumu. Pendant que ces deux-là se chamaillent comme d'habitude, plus profondément dans le donjon, Quito est occupé à massacrer des orques pour collecter les échantillons biologiques nécessaires à Yanok pour sa prochaine expérience. Une tentative de contourner les plafonds de niveau imposés à chaque race. Maintenant qu'ils ont rassemblé suffisamment de matériel magique, Yanok dit que la seule chose qui reste est un sujet de test humain et Quito sait déjà exactement qui il veut pour ce rôle. Le temps passe et Light s'arrête à la guilde pour échanger sa dernière cargaison de pierres magiques. Une foule se rassemble rapidement autour de lui, émerveillée par le volume impressionnant de gemmes qu'il a réussi à ramener. Depuis que Light et son équipe ont abattu la menthe quadricite, leur réputation en ville a explosé et les gens ont commencé à appeler leur groupe Black Motley. Même les réceptionnistes, qui les ignoraient auparavant, ont commencé à les traiter avec beaucoup plus de respect et Light est sincèrement ravi de toute cette attention car ce genre de reconnaissance faisait partie de son objectif depuis le début. Alors que lui et l'équipe marchent vers le donjon, un homme l'interpelle soudainement depuis la route. Nimimu se met instantanément sur ses gardes, mais l'homme les assure rapidement qu'il ne veut aucun mal. Il se présente comme Sivelen et le gars à côté de lui est Gilbert. Ils expliquent qu'ils ont entendu dire que le groupe de Light avait non seulement vaincu une menthe quadricite, mais avait aussi atteint le 5e étage du donjon, et quand ils l'ont aperçu passer, ils ont juste dû dire quelque chose. À ce moment-là, le reste du groupe de Suvalin et Gilbert apparaît, leur rappelant qu'il est temps d'entrer dans le donjon, alors ils disent au revoir à Light et entrent. Les voyant partir, Light trouve agréable de voir qu'il inspire l'espoir parmi les autres humains de la ville. Cependant, tout le monde n'est pas ravi car beaucoup d'autres races sont ouvertement envieux de la force grandissante de Light et sont convaincus qu'il est un imposteur. Light s'y attendait, mais s'il n'accepte pas ses exploits de bonne grâce, alors il devra simplement leur faire reconnaître la vérité en leur offrant des résultats qu'ils ne pourront pas ignorer. Et une fois entré dans le donjon, Light informe Gold et Nemumu qu'il compte retourner au 5e étage aujourd'hui. Mais avant de descendre, il remarque le même groupe d'enfants que précédemment et décide de passer les saluer. Maya et les autres sont surpris de le revoir, ça faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas croisés, mais le frère de Mia dit que c'est en fait le moment idéal car Mia voulait donner quelque chose à Light. Maya semble un peu timide au début, mais elle finit par tendre à Light un petit récipient en forme de coquillage, rempli d'une pommade qu'elle a fabriquée elle-même. Elle se souvient qu'il avait dit avoir subi de graves brûlures sur tout le corps, alors elle l'a créé pour aider à soulager une partie de la douleur. Light est sincèrement touché par ce geste gentil, même si cela le fait se sentir un peu coupable de lui avoir menti à propos des brûlures. Voulant rendre l'appareil, il sort l'un de ses propres objets pour l'offrir à Maya en cadeau. C'est un bracelet et un très beau de surcroît, alors Mia hésite, incertaine de devoir accepter quelque chose qui semble si précieux. Mais Light l'assure que son cadeau a vraiment beaucoup compté pour lui et il veut qu'elle ait le bracelet en signe de reconnaissance. Maya s'illumine et promet de le chérir pour toujours. Cependant, après que Light et son groupe soient repartis, Amumi demande s'il est vraiment d'accord pour donner un objet de classe et ça si nonchalamment.
Ce bracelet était un bracelet à vœux capable de créer un petit miracle selon l'intention de celui qui le porte. Light a donc pensé que ce serait le cadeau parfait pour quelqu'un comme Maya. Peu de temps après, ils arrivent au 5e étage, qui est complètement recouvert de neige. Cela joue en leur faveur car la neige offre une excellente couverture. Light assigne à Gold et Nemumu la tâche de chasser les Yedis pendant son absence, puis active un objet de téléportation qui le ramène à sa salle du trône au sein de la cité donjon. Une fois là, il s'assied avec une tasse de thé chaude et fait le point avec son équipe sur l'avancement de leurs opérations de vengeance. Ellie rapporte que les préparatifs sont presque terminés et qu'ils seront prêts à passer à l'étape suivante très bientôt. Light est satisfait de la mise à jour et dit à Ellie qu'elle est libre d'utiliser toutes les ressources dont elle a besoin pour que tout se passe bien. En attendant, il demande à Mei de continuer à superviser les affaires dans l'abîme et charge Oyuki de rester concentré sur la reconnaissance à travers la forêt antique. Juste à ce moment-là, Nozuma demande s'il y a quelque chose qu'il aimerait qu'elle gère en attendant. Light n'est pas tout à fait sûr de savoir comment répondre, car la seule vraie force de Nozuma réside dans le combat contre les monstres, donc elle n'est pas vraiment utile en dehors de ça. Pourtant, ne voulant pas qu'elle se sente exclue, il lui dit de rester en veille et de protéger la ville au cas où un ennemi dangereux apparaîtrait. C'est plus que suffisant pour elle, alors elle déclare fièrement que personne ne passera tant qu'elle sera de garde. Light sourit en lui-même, impatient de voir le jour où son plan se déroulera enfin, et il veut savourer chaque seconde du regard de pure misère sur le visage de Sacha quand il se tiendra devant elle. Ailleurs dans le donjon, Gilbert et Suvalin avaient établi leur camp et monté à la garde pendant que les membres de leur groupe se reposaient. À un moment donné, Svelin a eu besoin de se soulager, alors il s'est brièvement aventuré dans les bois, mais quand il est revenu, ce qu'il a vu était horrifiant. La tête coupée de Gilbert gisait sur le sol, Quito se tenant calmement au-dessus du cadavre. Leurs 2 compagnons endormis avaient déjà été exécutés en silence, et Quito précise que ce massacre n'est pas personnel, il est entièrement alimenté par sa haine profondément enracinée pour la race humaine. Aveuglé par la rage, Sivelen veut riposter, mais il sait pertinemment qu'il est dépassé. Alors, réfléchissant vite, il jette une bombe fumigène et s'enfuit, déterminé à s'échapper et à alerter la guilde de ce qui s'est passé. Il se sent confiant quant à ses chances, après tout, la plupart de la magie est inutile à moins que le lanceur ne puisse voir sa cible. Mais juste au moment où il pense s'être échappé, quelque chose le frappe violemment dans le dos. Levant les yeux à travers la brume, il voit Quito voler sans effort vers lui sur un hoverboard magique. Quelques instants plus tard, Svelin est assommé par Yann qui réprimande Quito pour avoir tué tous les humains alors qu'il avait été très clair sur le fait de les vouloir vivants. Mais Quito ne voit pas où est le problème car à ses yeux, tuer quelques humains sans valeur ne devrait pas avoir d'importance, surtout que Yannock ne s'en est jamais soucié de toute façon. Mais Yannock manque de temps et de sujets de test viables, et ses recherches sont encore instables, alors il souligne que Suvalon mourra probablement des effets secondaires bien avant que la formule ne soit perfectionnée, donc ils devront traquer plus de cobayes humains, et vite. Après un certain temps à la surface, on voit Nemumu en pleine discussion tendue avec la réceptionniste de la guilde, essayant de faire avancer la promotion de Light. Bien que la réceptionniste soit bien consciente de la vraie force de Light, elle souligne qu'ils ont déjà enfreint les règles une fois pour le promouvoir du rang F au rang D récemment et qu'il ne s'est pas écoulé assez de temps pour justifier une autre exception. Cela dit, elle ajoute que si Light réalise à nouveau quelque chose de vraiment exceptionnel, la guilde n'aura d'autre choix que de faire avancer son rang, alors Light décide qu'il va faire en sorte que cela arrive. Plus tard ce jour-là, à l'auberge, on le voit réfléchir à un tueur inconnu qui s'en prend aux aventuriers. Il se dit que l'éliminer serait un exploit majeur, une sacrée prouesse, et il se met en tête de le traquer sans relâche. Le hic, c'est qu'il n'a pas la moindre piste, ce qui complique drôlement les choses. Gold suggère d'utiliser sa capacité Gokja pour tirer une carte qui pourrait les aider à pister le tueur, mais Light lui explique que les cartes sont complètement aléatoires, et les chances d'en piocher une de pistage sont ridiculement faibles, voire inexistantes. En entendant ça, Nemumu se demande s'il ne devrait pas retourner dans l'abîme pour ramener quelqu'un de plus doué en pistage. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais le voyage prendrait trop de temps et Light ne veut pas perdre une seule seconde quand des vies sont en jeu. C'est impensable. Le tueur semble s'en prendre spécifiquement aux humains et il refuse de laisser passer ça. Juste à ce moment-là, tous les 3 sentent une distorsion spatiale s'ouvrir dans la pièce. Quelque chose est clairement sur le point d'arriver, alors ils se mettent immédiatement en formation, prêts au combat. Mais au lieu d'une menace, Light est stupéfait de voir Maya tomber inconsciente du portail. Il se précipite et la rattrape juste à temps pour voir le bracelet miracle qu'il lui avait donné se briser en 2 sous ses yeux. Il ne sait pas ce qu'elle vient de traverser, mais quoi que ce soit, ce n'était clairement pas bon. Alors il la porte doucement jusqu'au lit, l'entendant marmonner des fragments dans son sommeil, disant qu'elle doit l'avertir de quelque chose d'important, de crucial même. Light lui lance alors un sort de guérison pour accélérer sa récupération, mais elle est encore trop faible pour parler. Sans autre choix, il s'excuse discrètement et se prépare à lire dans ses pensées.
Utilisant un sort de haut niveau, il plonge dans son esprit et est soudain frappé par un souvenir très vif, Maya et son équipe tombant nez à nez avec un autre groupe d'aventuriers humains. Le second groupe les avait sérieusement mis en garde, des rumeurs couraient sur un tueur d'aventuriers en liberté, et d'après ce qu'ils avaient entendu, ces cibles étaient strictement humaines. Les jeunes en avaient déjà entendu parler, mais ils pensaient que c'était juste une bête sauvage qui semait le trouble, rien de plus. En y repensant, aucun monstre ordinaire ne s'en prendrait spécifiquement aux humains. Cette prise de conscience a rendu Mia mal à l'aise, car elle savait pertinemment que son équipe n'aurait aucune chance si jamais ils croisaient le chemin de ce tueur. C'était une certitude. L'autre groupe ressentait la même chose. C'est pourquoi ils étaient pressés de quitter le donjon. Mais avant de partir, ils ont dit aux jeunes que rester là était une très mauvaise idée et que tant que personne n'aurait éliminé ce psychopathe, cet endroit ne serait pas sûr pour les aventuriers humains, absolument pas. Les jeunes n'ont pas pris cet avertissement à la légère et ont accepté de remonter immédiatement. Mais comme ils n'avaient pas prévu une sortie aussi abrupte, ils se sentaient déjà épuisés. Pourtant, ils n'avaient pas d'autre choix que de continuer même à la tombée de la nuit, car s'arrêter signifiait risquer leur vie, purement et simplement. Et comme par hasard, à ce moment précis, ils entendent la voix de Yanoke résonner dans l'obscurité, les avertissant qu'il est dangereux de se promener si tard. Aucun des jeunes n'avait la moindre idée que ces deux-là étaient les tueurs qu'ils cherchaient désespérément à éviter. Alors Mia, ne se doutant de rien, suggère de les avertir eux aussi. Ils informent Yanoke et Kido qu'une série de meurtres a eu lieu dans le donjon et leur conseillèrent de partir tant qu'ils le peuvent encore. Kido et Yanoke les remercient pour l'information et pendant une seconde, les jeunes se sentent soulagés, pensant qu'ils doivent être de simples aventuriers comme eux après tout. Mais Yanoke commence alors à se plaindre nonchalamment qu'il aurait dû mieux nettoyer leur dernière embuscade, car tout ce bavardage a rendu les aventuriers humains plus prudents et maintenant ils évitent le donjon. Cette seule phrase leur tombe dessus comme un couperet. Les jeunes se fichent d'horreur, réalisant qu'ils sont face à face avec les assassins que tout le monde redoute tant, c'est une évidence glaçante. Et Kido semble savourer chaque seconde de leur terreur grandissante. Le groupe est paralysé par la peur. Mais ils comprennent vite la vérité, il n'y a aucune chance qu'ils s'en sortent tous vivants. Alors les trois garçons tirent de leurs armes et crient à Mia de courir, prêts à les revenir avec tout ce qu'ils ont, jusqu'à leur dernier souffle. Kido est visiblement offensé que de simples humains puissent de croire pouvoir l'affronter. Alors quand le frère de Mia le charge, il le tranche nonchalamment à travers la poitrine sans la moindre hésitation. Il fait de même avec les deux autres garçons, ils ne sont pas encore morts, mais leurs blessures sont si dévastatrices qu'ils ne tiennent qu'à un fil, c'est terrible. Pourtant, il se redresse de force et crie à Mia de courir, choisissant de se jeter sur Kido une dernière fois. Leur persistance ne fait qu'irriter Kido davantage, alors il décide qu'il a fini de jouer et passe à l'acte pour les achever. Yanok lui crie dessus, curieux que Kido vienne de gâcher sa chance d'utiliser les garçons comme sujet de test. Mais Kido rétorque sèchement qu'il ne va pas laisser vivre quiconque a osé lui manquer de respect, car se défendre ainsi, essayer de protéger quelqu'un, c'est tout simplement révoltant à ses yeux. Et il ajoute que Yann peut toujours faire ses expériences si un ou deux d'entre eux survivent. Yann admet qu'un magicien est un sujet de recherche précieux, mais il soutient que ces deux garçons auraient pu être tout aussi utiles. Alors Kido jure qu'il ne tuera plus de rats de laboratoire à partir de maintenant, c'est promis. Pourtant, avant que Yanoke ne commence à travailler sur Maya, Kido veut lui apprendre à casser une pastèque, car il a des besoins à satisfaire, vous voyez le genre. Yanoke refuse de prendre part à cet acte grotesque, alors il dit juste à Kido de ne pas tuer Maya et se détourne avec dégoût, c'est répugnant. Maya tremble de terreur alors que Kido la domine avec une intention malsaine. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, son frère se relève miraculeusement et lui hurle de courir. Yanok est stupéfait que le garçon respire encore, avec de telles blessures. C'est exactement le genre de résilience qu'il recherche chez un sujet. Alors il ordonne à Kido de s'assurer que le garçon soit capturé vivant, coûte que coûte. Le corps du garçon est sur le point de lâcher, mais il s'en fiche. Tout ce à quoi il pense, c'est donner à Mia une chance de s'échapper. Il lui hurle une dernière fois de courir, et même si elle ne veut pas l'abandonner, elle réalise que c'est peut-être sa seule opportunité, son unique chance. Alors, Kido étant brièvement distrait, elle se retourne et s'enfuit à toute vitesse. Au moment où Kido remarque qu'elle s'échappe, il se prépare à la poursuivre, mais il est intercepté par l'attaque désespérée d'Elio qui le bloque. Elio n'a aucune chance de blesser Kido, mais le mouvement suffit à le ralentir et à faire gagner quelques précieuses secondes à Mia. Kido brûle d'envie d'en finir avec le frère de Mia une bonne fois pour toutes, mais Yanok lui rappelle encore une fois qu'il a besoin du garçon vivant. Alors Kido se retient de porter un coup fatal à contre-cœur, tandis qu'Elio titubait sur place, ses lèvres bougeaient dans un murmure. Passant en revue toutes les stratégies possibles pour faire gagner plus de temps à Mia, ses pensées le ramenèrent à une leçon qu'il avait apprise de Gold lors de leur première rencontre, un souvenir précieux. Gold lui avait dit que si la plupart des gens voient une épée comme une arme et un bouclier comme une défense, le vrai combat repose sur la créativité. La capacité à surprendre son adversaire, c'est ça qui fait basculer le cours de la bataille, c'est la clé. Ce conseil résonne dans sa tête maintenant. Alors Elio lance son épée droit sur Kido. Pensant que c'était l'attaque principale, Kido se penche en arrière pour éviter la lame,
Mais pendant qu'il est concentré sur l'épée, Helio charge et fracasse son bouclier dans la mâchoire de Kido, le projetant violemment au sol sans ménagement. C'était tout ce qu'il avait, mais ça a touché et Helio ressent une lueur de fierté. Même si c'est la fin, au moins il a réussi un coup parfait. Kido, stupéfait et furieux, n'arrive pas à croire qu'un humain l'ait réellement frappé, c'est impensable pour lui. Enragé et humilié, il ignore l'ordre de Yanok de garder Helio en vie et tire une lance de lumière directement dans son estomac avec son épée. Mais Helio ne meurt pas tout de suite et Kido n'a aucune intention d'en finir rapidement car il veut le faire souffrir d'avoir osé toucher son précieux visage, c'est une vengeance personnelle. Yanok l'interrompt, l'avertissant de ne plus perdre de temps, car si Mia s'échappe et que la nouvelle se répand, toute leur opération sera exposée. Kido est toujours furieux, mais il comprend le message, et avec un froncement de sourcils, il se retourne et part à sa poursuite sans plus attendre. Mia courait à toute vitesse, le cœur battant la chamade. Juste au moment où la sortie du donjon apparaît, 3 épées lumineuses jaillissent devant elle, bloquant le passage. Elle se fige sur place, les yeux écarquillés, car elle ne s'attendait pas à ce que Kido la rattrape si vite. C'est une surprise totale. Mais il manie Grandius, l'arme de classe Fantasma, autrefois détenue par le royaume elfique, une lame légendaire qui permet à son utilisateur de générer et de contrôler une infinité de lames de lumière. Il lui dit que c'est inutile de courir, tant qu'il utilise Grandius, elle n'ira pas loin. Mais Mia refuse de se rendre, c'est hors de question. Serrant les dents, elle entonne un sort rapide et lance une volée de glaçons acérés vers Kido, juste assez pour obscurcir sa vue, puis elle se retourne et fonce dans la forêt, utilisant cette distraction momentanée pour disparaître parmi les arbres sans laisser de traces. Mais après quelques minutes de course supplémentaire, Kido la rattrape de nouveau et la projette au sol. Il ricane et lui dit qu'elle devrait se sentir honorée d'être sacrifiée pour l'avènement d'un futur héros, légendaire comme lui, mais Mia lui hurle en retour qu'il ne mérite absolument pas ce titre, pas le moins du monde. Elle dit qu'un vrai héros légendaire n'est pas seulement fort, mais aussi compatissant, comme Light, mais Kido, lui, n'est qu'un lâche pathétique qui prend plaisir à tyranniser les gens plus faibles que lui. C'est tout ce qu'il est. Ça touche une corde sensible et ces mots font remonter des souvenirs que Kido préférerait oublier. Comment les autres elfes se moquaient de lui, le traitant de brute inutile qui ne s'en prend qu'à ceux qui ne peuvent pas se défendre, c'était humiliant. Cette humiliation était en partie la raison de son exil de la société elfique. Mais au lieu d'assumer la faute, Kido s'était convaincu que tous les autres n'avaient simplement pas vu à quel point il était vraiment incroyable. Consumé par la rage, il perd de nouveau le contrôle et oublie complètement de garder Maya en vie. Alors il lève son arme pour l'achever sans pitié. Maya sait qu'elle ne survivra pas au coup, mais elle refuse toujours de céder. Elle est désespérée, cherchant frénétiquement un moyen d'atteindre Light, de crier à l'aide. Et c'est à ce moment-là que le bracelet s'active enfin, au dernier moment. De retour au présent, après avoir été témoin de ce que Mia et les autres ont enduré, Light est fou de rage. Sans hésitation, il se tourne vers Gold et Nemumu et leur dit de se préparer, car il est sur le point de déchaîner l'enfer sur ces elfes, c'est une certitude. Pendant ce temps, au fond du donjon, Yanok fait tout ce qu'il peut pour soigner Helio. Mais à en juger par son état, son corps est bien trop abîmé, les dégâts sont irréparables et Yanoke est sincèrement frustré. Car perdre un sujet de test aussi prometteur lui semble un immense gâchis, une vraie catastrophe. Puis Kido entre et Yanoke lui demande immédiatement s'il a réussi à attraper la fille. Mais Kido hausse les épaules et dit qu'il l'a perdue. Yanok commence à paniquer car il n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre et il se demande comment diable Kido a pu se faire déjouer par une simple humaine, c'est insensé! Kido rétorque que ce n'est pas sa faute, car comment aurait-il pu savoir qu'elle pouvait disparaître dans la nature, comme ça, en un clin d'œil? L'esprit de Yanok s'emballe, refusant d'y croire, mais les preuves sont là. Et d'une manière ou d'une autre, cette fille avait accès à la magie ou à des objets de téléportation. Il n'y a donc plus de doute possible, c'est une évidence. Ce qui signifie qu'ils sont dans de sérieux ennuis, car si Mia raconte à la guilde ce qui s'est passé, il ne faudra pas longtemps avant que la nouvelle n'atteigne la nation elfique, et une fois qu'ils découvriront que Kido a volé l'épée Grandius, ils viendront le chercher sans aucun doute, c'est certain. Pire encore, la nation elfique n'enverra pas n'importe qui, ils enverront le chevalier en chef lui-même, un guerrier dont on dit qu'il est d'environ niveau 3000, avec toute sa garde personnelle dont le rang n'est pas inférieur à 2000. C'est une force redoutable. Bref, si cela arrive, Kido et par extension Yanok sont morts. Leur seule chance de survie réside maintenant dans la mise à l'épreuve des expériences de Yanok, dans l'espoir de devenir assez puissant pour affronter les chevaliers elfiques d'élite, c'est leur dernier recours. Mais alors qu'ils se préparent à partir, Light apparaît soudainement et leur dit calmement qu'ils n'iront nulle part. Kido le reconnaît immédiatement comme le même gars qui l'avait interpellé pour avoir coupé la file lorsqu'il est entré dans le donjon. Mais ce qui le déconcerte vraiment, c'est comment un humain a réussi à l'approcher sans qu'il ne sente quoi que ce soit. Surtout considérant qu'il est de niveau 1500, c'est incroyable. L'expression de Light s'assombrit lorsqu'il voit Jimra et Wardy gisant immobiles sur le sol. Il est trop tard pour les sauver et le mieux qu'il puisse faire est de leur fermer doucement les yeux et de murmurer des excuses pour ne pas être arrivé plus tôt, c'est déchirant. Pendant ce temps, Gold se précipite vers Helio et le soulève. Il a encore un faible pouls, ce qui signifie qu'il y a peut-être encore de l'espoir.
Light se concentre et canalise un sort de guérison vers Helio, puis se tourne vers Kido et exige une explication sans attendre. En fait, non. Il se corrige immédiatement car il se fiche de leurs raisons tordues. Au moment où ils ont fait souffrir ses amis, ils ont scellé leur destin et Light jure sur son honneur qu'ils vont ressentir une agonie si intense qu'ils supplieront la mort de venir plus tôt, c'est une promesse. Il se tourne ensuite vers Nemumu et Gold et leur dit de reculer car c'est quelque chose qu'il veut gérer seul, sans aide. Kido, quant à lui, est complètement insulté par l'idée qu'un humain de bas niveau ose penser pouvoir l'affronter en solo. C'est une insulte suprême. Il en a assez d'être moqué et défié par des êtres inférieurs. Alors il promet de savourer chaque seconde où il mettra Light en pièces. Mais au moment où il lance sa première attaque, Light l'arrête froidement avec son bâton. Et honnêtement, il est un peu déçu car il s'attendait à bien plus de Kido, c'est le moins qu'on puisse dire. Rendu fou de rage, Kido se lance à fond et active la pleine puissance de son épée, déchaînant vague après vague de lames radiantes, toutes dirigées droit sur Light, sans répit. Mais même si des dizaines de lames lumineuses volent vers lui, certaines tranchant même des parties de sa cape, Light répond calmement par une explosion de magie de glace, gelant et déviant chaque attaque avec une facilité déconcertante, sans effort. Le visage de Kido se tord d'incrédulité et il tape du pied et rage comme un enfant en pleine crise de colère, incapable de comprendre comment un simple humain pourrait le surpasser. Il commence à fulminer, expliquant qu'avec l'ancienne épée de Maestro entre ses mains, cela devrait être tout bonnement impossible. C'est absurde! Light, au début, n'écoutait même pas. Mais la seconde où Kido mentionne Maestro, son expression s'aiguise, c'est exactement le genre d'indice qu'il cherchait, alors il presse Kido, lui demandant comment il connaît les Maestros, c'est crucial. Alors Kido rit et dit bien sûr qu'il sait, car il est né avec le sang d'un Maestro dans les veines. Après avoir découvert que Kido porte la lignée d'un Maestro, Light dit immédiatement à Nemumu et Gold que la mission a changé, elle a pris une autre tournure. Son plan initial était d'éliminer Kido sur le champ, mais maintenant il a l'intention de le traîner dans l'abîme et de lui arracher la moindre parcelle d'information directement de son esprit. Sans pitié, c'est sa nouvelle résolution. Les deux comprennent tout de suite et lui disent qu'ils s'occuperont de Yanok pendant qu'il gérera Kido. Mais Yanoke proteste, disant que c'est complètement injuste que tout le monde s'acharne sur lui, alors qu'il n'est même pas fait pour le combat, c'est une aberration. Pourtant, il n'est pas stupide, car il avait tout prévu pour une situation pareille bien à l'avance. Il fait un signe vers les ombres derrière lui, où se tiennent deux figures immobiles. Et les deux commencent à se transformer grotesquement, leur forme mutant pour révéler la vérité. Ce sont le produit des expériences tordues de Yanok, des hybrides nés de la fusion forcée d'humains et de monstres en une seule entité horrifiante. C'est abominable. Yan Ok commence à expliquer comment il a fusionné des humains avec des monstres pour briser les limites naturelles du corps humain. Il dit qu'il serait allé encore plus loin dans son travail, mais qu'il faut un nombre ridicule de sujets de tests humains pour obtenir un hybride suffisamment stable pour fonctionner, alors il prévoit d'en collecter davantage chaque fois qu'il en aura l'occasion, c'est son objectif. Gold, Nemumu et Light sont écœurés par ce qu'il a fait. Mais ce qui rend la chose encore pire, c'est que Light reconnaît l'un des hybrides. C'est le même homme qu'il a rencontré en ville, quelqu'un qu'il regrette maintenant de ne pas avoir pu protéger, de ne pas avoir pu empêcher de devenir une autre pièce de la recherche tordue de Yanok. C'est une tragédie. Il n'y a plus moyen de le sauver. Alors Light demande doucement à Nemumu et Gold de mettre fin aux souffrances du pauvre homme. Sans hésitation, Nemumu et Gold tranchent net les corps des hybrides, essayant de leur accorder la paix, mais Yanok se contente de sourire et dit que ce n'est pas encore fini, loin de là. Il révèle que les créatures ont été conçues pour se régénérer de n'importe quel type de dégâts. De simples coupures ne suffiront donc pas à les abattre. Light commence à s'inquiéter pour la sécurité de Nemumu et Gold, mais il a les mains pleines, il est occupé. Kido continue de lui lancer des décharges d'énergie d'épée sans arrêt et Light ne peut pas se permettre de quitter le combat des yeux. Nemumu et Gold continuent d'abattre les hybrides encore et encore, mais quoi qu'ils fassent, les corps se réparent en quelques secondes. C'est sans fin. Yanok observe de loin, se moquant d'eux de penser qu'ils avaient une chance contre ces créations parfaites. Nemumu et Gold en ont assez non seulement des moqueries arrogantes de Yanok, mais aussi de l'idée de laisser ces pauvres âmes piégées dans une telle agonie. C'est insupportable. Alors ils décident tous les deux qu'il est temps d'utiliser leurs techniques ultimes et d'en finir rapidement. Nemumu et Gold canalisent de leur mana dans leurs armes et tranchent les hybrides avec tout ce qu'ils ont. Yanok recommence à les narguer, pensant qu'il n'y a aucune chance qu'ils parviennent réellement à abattre ces créations. Mais alors il remarque quelque chose d'étrange. Les hybrides ne se relèvent pas cette fois. En fait, ils ont l'air sacrément morts. Alors la panique s'installe tandis qu'il fixe les conséquences, incrédule. Il ne peut pas accepter que le summum de toutes ses recherches puisse être anéanti si facilement, c'est un choc terrible pour lui. Alors qu'il est encore figé sous le choc, debout au-dessus des cendres de ce qui était autrefois ses expériences, Nemumu s'approche nonchalamment derrière lui et lui donne un coup de pied en plein entre les jambes, juste pour le faire taire une bonne fois pour toutes, et ça fait mal. Pendant ce temps, Light domine Kido avec ses attaques magiques incessantes, et chaque fois qu'une s'approche, le visage de Kido se tord de panique. Light trouve ça hilarant, surtout quand on pense à quel point Kido était arrogant quelques instants plus tôt, refusant qu'un humain pathétique le regarde de haut, c'est savoureux.
Kido puise au plus profond de lui et active la forme finale de l'épée sacrée, empilant de multiples enchantements sur la lame et augmentant massivement sa portée. Light est légèrement impressionné car l'épée semble vraiment incroyablement flexible, mais peu importe à quel point elle est tape à l'œil, la visée de Kido est nulle, alors il ne peut pas placer un seul coup sur Light, c'est un désastre. Frustré, Kido commence à crier que Light n'est qu'un lâche pour tout esquiver et insiste qu'il serait déjà mort s'il restait immobile. Ce qui, oui, est un peu le but de l'esquive, mais Light décide de jouer le jeu pour voir. Il plante ses pieds, ne bouge pas d'un pouce et dit à Kido de tenter son meilleur coup. Kido suppose que Light a perdu la tête, mais il ne va pas gâcher cette opportunité. Il charge, saute haut et abat l'épée avec tout ce qu'il a de toutes ses forces. Le coup porte, mais à son horreur, il ne laisse à peine une égratignure. Kido reste là, stupéfait, car il n'y a aucune chance qu'un humain ordinaire puisse encaisser un coup direct de Grandus. C'est impensable. Light le fixe du regard et lui dit qu'il peut continuer à frapper si ça l'aide à comprendre l'écart entre eux. Kido devient fou, déchaînant une rafale d'attaques, frappant encore et encore, mais pas une seule ne fait le moindre effet à Light, c'est inutile. Finalement, Light s'ennuie, alors d'un coup sec, il brise l'enchantement de Grandus, envoie un coup de poing dans le ventre de Kido, puis le projette en l'air d'un coup net au visage. Kido s'écrase lourdement au sol, rebondissant dessus jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin, contusionné et ensanglanté, complètement KO. Light s'approche et le domine, son expression froide. Il dit qu'il a beaucoup de questions pour Kido, alors il ne va pas le tuer tout de suite, pas avant de lui avoir fait ressentir une fraction de la souffrance qu'il a causée à ses victimes. C'est une promesse glaçante. Kido réalise rapidement que Light ne plaisante pas et qu'il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte en se battant. Alors sans autre option, il tombe à genoux et commence à supplier pour sa vie. Il admet qu'il vient de la nation elfique et qu'il était autrefois destiné à diriger les Chevaliers Blancs en tant que leur prochain commandant. C'est une révélation. Et en échange de sa vie, il jure de donner à Light toutes les infos qu'il désire. À cet instant, Kido est d'une pitié absolue et cette vision fait bouillir le sang de Light. C'était le type qui se pavanait comme un soi-disant héros légendaire et maintenant il rampe dès que les choses tournent mal. Un vrai héros se bat jusqu'à son dernier souffle, défendant ses idéaux même quand tout est perdu. Mais Kido, malgré tout son ego, n'a même pas pu faire ça. Honnêtement, Helio, Jimra et Wardy étaient les vrais héros, car ils ont affronté Kido et Yanok pour protéger Maya, sachant pertinemment qu'ils n'avaient aucune chance. Light se tourne vers les corps sans vie de Jimra et Warty et s'excuse silencieusement de n'avoir pu les sauver, mais il promet de faire tout son possible pour qu'Helio s'en sorte. Avec ça en tête, il dit qu'il est temps de retourner immédiatement dans l'abysse. À ce moment-là, Kido demande nerveusement ce qui va lui arriver. Light lui répond sans détour que lui et Yanok les accompagneront, car il n'en a pas encore fini avec eux, pas avant qu'il n'ait répondu à toutes ces questions. Une seconde plus tard, Light active son sort de téléportation, et quand Kido et Yanok rouvrent les yeux, ils sont tous deux stupéfaits de se retrouver dans un endroit totalement inconnu. Yanok est incrédule, exigeant de savoir où ils sont, alors Light lui dit qu'ils sont dans la couche la plus profonde du donjon des abysses. Yanok n'arrive pas à comprendre car ils étaient à Dagger il y a un instant et maintenant ils ont été téléportés jusqu'au donjon le plus brutal du monde. Mais il ne comprend toujours pas pourquoi Light les a traînés ici. Light répond simplement que c'est là qu'il vit, alors Yanok et Kido le regardent comme s'il était fou. Personne de sensé ne choisirait de vivre dans un tel endroit. Mais dès qu'il dit ça, Nam Mu commence à piétiner le dos de Yanok pour avoir osé suggérer que Light mentirait. Le bruit attire les autres, qui se rassemblent rapidement pour voir ce qui se passe. Ils sont ravis de revoir Light, mais quand ils aperçoivent les deux elfes mal en point, ils ne peuvent s'empêcher de demander pourquoi il a ramené de telles ordures avec lui. Light explique que ces deux-là sont des criminels notoires qui ont utilisé des innocents pour des expériences indicibles, des actes qui ont entraîné d'innombrables morts, y compris la vie de deux de ses amis proches. Pourtant, ils détiennent des connaissances sur ce qu'est vraiment un mastro, et pour cette seule raison, Light a décidé de retarder leur exécution pour le moment. Dès que les filles entendent ce que Kido et Yanok ont fait, leurs expressions s'assombrissent et leurs yeux se fixent sur les deux criminels avec une pure intention de tuer. Une par une, elles commencent à énumérer les horreurs qu'elles aimeraient fort leur faire subir pour qu'ils paient leurs crimes. Light s'attendait à cette réaction, mais il intervient et leur dit fermement que ces deux monstres doivent rester en vie jusqu'à ce que chaque bribe d'information sur le maestro leur soit soutirée. Les filles serrent les dents, mais acceptent de se contenir si c'est ce que Light a décidé. Cela réglé, Light se tourne vers Gold et lui demande de s'occuper du rétablissement d'Helio, puis dit à Nemimu de le suivre, car il va donner à Jimra et Warty les funérailles qu'ils méritent. Au moment où il s'apprête à partir, Yanok tombe soudain à genoux, suppliant Light de l'écouter. Il implore la pitié, insistant sur le fait que rien de tout cela n'était vraiment de sa faute, et que tout était l'idée de Kido.
Mais Kido rétorque, rejetant la faute sur Yanok pour tout, disant qu'il n'avait accepté que parce que Yanok lui avait promis de l'aider à dépasser ses limites physiques s'il fournissait suffisamment de sujets de test. Les deux commencent immédiatement à se chamailler, essayant de se rejeter la faute, jusqu'à ce que Light les fasse taire et pose une seule question. À l'époque où ils se faisaient la passer pour des divinités, massacrant et torturant des innocents comme si de rien n'était, l'un d'eux a-t-il déjà épargné quelqu'un qui suppliait pour sa vie ? Kido et Yanok restent complètement immobiles, car ils savent tous deux qu'ils n'ont jamais montré la moindre once de pitié pour aucune de leurs victimes. Ce lourd silence dit à Light tout ce qu'il a besoin de savoir, alors il déclare calmement qu'ils seront traités exactement de la même manière et qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour changer cela. Quelque temps plus tard, Mia se réveille lentement à l'auberge de Dega et trouve Light assis tranquillement à son chevet. Elle cligne des yeux et demande ce qui s'est passé, car la dernière chose dont elle se souvient, c'est de courir pour sauver sa vie, poursuivie par Kito. Light explique que lui et les autres l'ont atteinte juste à temps, juste avant que les meurtriers ne l'attrapent. Ils l'ont ramenée en sécurité pour qu'elle puisse se rétablir. Il lui fait également savoir que les blessures d'Elio ont été soignées et qu'il s'en est sorti. Mais quand Maya demande nerveusement des nouvelles de Jimra et Wardy, Light n'a rien de bon à dire. Il lui tend doucement une mèche de leurs cheveux et lui dit que Jimra et Wardy sont tous deux morts de leurs blessures avant qu'ils ne puissent les atteindre à temps. Mia s'effondre, anéantie par la perte, bien qu'elle remercie Light du fond du cœur. Sans lui, elle et son frère ne seraient pas en vie. Light se lève pour la laisser digérer tout ça, mais il ne peut se défaire d'un léger sentiment de culpabilité, car des moments comme celui-ci le font douter si utiliser son pouvoir purement pour la vengeance est vraiment la bonne voie. Le lendemain, Light se rend à la guilde des aventuriers pour déposer un rapport sur l'incident impliquant les tueurs et remettre tous les détails importants, mais il omet opportunément la partie où il a emmené Kito et Yanok lui-même. Donc la guilde croit toujours que ces deux-là sont quelque part dans la nature. Pour la guilde, ils sont toujours en fuite. En reconnaissance des informations fournies et pour avoir sauvé 2 victimes potentielles, la guilde accorde à Light et à son équipe une promotion officielle au rang C. Ensuite, Light s'assied avec Maya et Elio pour discuter de leur avenir. Quand il leur demande ce qu'ils comptent faire, Elio dit qu'ils ont décidé de se retirer de l'aventure et de retourner dans leur ville natale. Light est un peu surpris et leur dit qu'il pourrait probablement trouver une autre équipe avec qui travailler. Elio est d'accord, mais dit que ce ne serait pas juste de passer à autre chose si vite après avoir perdu Jimra et Wardy. De plus, ils veulent de ramener ce qu'il reste d'eux chez eux pour que leurs amis puissent reposer en paix dignement. Light respecte cela mais se tourne vers Maya et lui demande ce qu'elle compte faire de ses études de magie. Après tout, c'était sa principale raison de devenir aventurière au départ, économiser suffisamment pour fréquenter l'académie. Mia dit qu'elle va se concentrer sur l'auto-apprentissage pour l'instant et elle compte travailler dur pour que la prochaine fois qu'elle croisera Light, elle ne soit plus une débutante. Une fois Mia et Elio partis, Light décide qu'il est temps de retourner dans l'abysse pour vérifier l'état des choses et quand il arrive, il est accueilli par Mai et Ellie. Il demande des nouvelles et Mai lui tend un dossier résumant tout ce qu'ils ont tiré de l'interrogatoire de Kito et Yanok. Selon les informations, les descendants d'un mastro montraient qu'un de niveau plus vite que les gens normaux. Il y a aussi une ancienne légende affirmant que si un mastro n'est pas arrêté, il pourrait éventuellement provoquer la fin du monde. Cette révélation rend Light curieux de savoir à quel point un mastro doit être puissant pour avoir le potentiel d'anéantir le monde entier à lui seul. Mais malheureusement, ils n'ont pas plus d'informations sur le sujet. Les renseignements qu'ils ont recueillis provenaient principalement d'une conversation que Kito avait eue avec le capitaine des Chevaliers Blancs il y a quelques années. Même après qu'Ellie ait utilisé sa magie interdite pour extraire les souvenirs, la plupart étaient brisés ou incomplets, ne leur laissant que des fragments de la vérité. Light demande ensuite l'état actuel de Yanok et Kito, alors Ellie ouvre un portail pour lui montrer. Les deux ont l'air d'avoir été traînés dans une misère absolue. Puisqu'il n'y a plus rien à extraire d'eux, Light décide qu'il est temps de s'en débarrasser pour de bon. Il invoque une créature connue sous le nom de Banquet du Mort et elle consomme Kito et Yanok d'une manière vicieusement macabre. Ce problème enfin résolu, Light se tourne vers Ellie et lui demande comment avancent ses autres préparatifs. Elle rapporte joyeusement que tout est en place et qu'il peut commencer sa vengeance sur Sasha dès qu'il est prêt. Mais avant cela, elle veut d'abord capturer les Chevaliers Blancs car chacun d'eux serait un sous-maestro et elle ne sait pas quel genre de capacité ils pourraient avoir. Leur vice-capitaine Michal est aussi le fiancé de Sasha, alors Ellie suggère qu'il ferait un otage parfait et Light est vraiment impressionné par la minutie avec laquelle elle a tout planifié. Au même moment, dans la nation elfe, Sasha s'éclate en racontant à Michal comment elle a trahi Light et l'a fait supplier pour sa vie avec un air pathétique sur le visage. Michal apprécie clairement chaque détail, disant même qu'il aurait aimé en être témoin. Il a déjà participé à une mission pour anéantir un village humain et il adorait voir les humains implorer la pitié.
Tous deux rient et se lient d'amitié en partageant le plaisir qu'ils tirent à regarder les humains souffrir, complètement inconscients que Light se prépare à leur rendre l'appareil pour chaque douleur que Sacha lui a infligée. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié ce résumé et que vous êtes impatient pour le prochain épisode, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos résumés quotidiens.